Bienvenue ici à l'ISA, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas à l'ISA aujourd'hui, donc ce ne sont pas des étudiants et des collègues. Merci d'être venus en grand nombre ce soir pour ce colloque ou cette conférence autour de la question du bien-être animal. Alors pourquoi on en parle ici à l'ISA? D'abord parce que c'est aussi une activité de recherche. Ici nous avons une équipe de recherche, l'équipe CAS, comportement animal et système d'élevage, qui travaille là-dessus. Ça va se dérouler grosso modo en 4 parties. On aura grosso modo au départ un peu le point de vue un peu historique de la place de l'animal grosso modo dans la société. Et pour cela nous allons avoir 4 intervenants, donc belle brochette, mais ils ont un temps de parole relativement limité. Ensuite on aura donc un volet plutôt production. D'un côté on va regarder un peu le volet directive parce qu'il y a une réglementation qui existe pour un certain nombre de productions. Mais on voulait aussi laisser la place à 2 éleveurs que je remercie de leur présence ici pour parler, témoigner concernant leur production. Et ensuite, on a voulu, parce que souvent, malheureusement, le débat reste un peu cloisonné sur le statut de l'animal et on n'a jamais tous les acteurs réunis autour de la table. On voulait aller justement de la recherche et des éleveurs et de l'animal, quelque part, jusqu'au consommateur à travers donc un ensemble d'intervenants. Et donc ici nous avons donc deux personnes du monde économique, d'un côté un industriel entre guillemets, un transformateur de produits, et l'autre côté un distributeur, ce soir, que je présenterai tout à l'heure. Alors pour la première partie, donc, on va donc d'abord faire une partie d'abord sur le statut de l'animal, la place de l'animal quelque part dans la société, d'où on vient, mais aussi la question c'est quoi le bien-être animal, comment on l'a défini, en tout cas au niveau scientifique. Pour cela, je demande à faire venir ici donc, Vanessa Guédon, qui est donc responsable de l'équipe CAS, donc l'équipe de recherche qui travaille sur cette question-là, avec Mel Vacher. Je vous propose de vous installer ici, donc à côté de moi. Eric Pirlouez, intervenant et sociologue, notamment, qui intervient donc ici sur questions d'alimentation, et mademoiselle Léopoldine Charbonneau, qui représente ici une association de défense du bien-être animal, le CIWF. Voilà. Donc, on commence avec Vanessa. Tout d'abord, bonsoir à tous. J'ai la lourde tâche en fait de commencer cet amphi et surtout de maintenir votre niveau de bien-être, je pense, à un niveau pas trop mauvais, de manière à ce que ce qu'on vous dise soit percutant. Tout d'abord, quelques mots de contexte. En fait, la sensibilité à la souffrance animale, c'est pas quelque chose de nouveau finalement. L'homme a toujours été sensible à cette souffrance animale. On la retrouve à différentes époques. Cependant, le concept de bien-être animal, c'est un concept qui est plutôt moderne et qui va au-delà en fait de la sensibilité du bien-être, la sensibilité à la souffrance animale. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, puisque pour en savoir un petit peu plus, vous avez vu, il y a une exposition qui est montée dans le hall, et vous pouvez regarder avoir un certain nombre d'informations sur l'évolution en termes de bien-être. Et puis, suite à mon intervention, il y aura Eric Pirlouez qui vous en dira un petit peu plus sur le sujet. Alors, c'est quoi le bien-être animal? Le bien-être animal, c'est un concept qui est composite et qu'on trouve à la croisée de différents mondes. D'abord, si on se passe dans un contexte d'élevage, au niveau du... C'est un concept qui se trouve à la croisée du monde animal, mais également à la croisée du monde du système d'élevage, de l'élevage en général, et tout ça dans un contexte socio-culturel. Moi, je vais plutôt me focaliser sur l'animal, étant donné mon expertise, je vais plutôt vous parler de ce sujet-là. Si on regarde un petit peu l'intérêt pour le bien-être animal, pourquoi il y a un intérêt croissant pour cette question du bien-être animal, eh bien il y a 2 choses, un peu paradoxales. D'un côté, on voit l'homme qui s'éloigne en fait des animaux de ferme, mais en même temps il s'en rapproche. Alors vous pourrez vous dire, elle nous dit un truc qui n'a pas de sens. Pas du tout, donc je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Ce que j'entends par éloignement, c'est que finalement, il y a de plus en plus d'urbanisation, et puis il y a une évolution des systèmes d'élevage qui fait que finalement les animaux sont moins visibles de l'homme ou du consommateur, donc on demande un peu, on se questionne sur ce qui se passe un peu derrière. Ce que j'entends par en même temps, il y a un rapprochement en fait de l'homme et une diminution de la distance entre l'homme et l'animal, c'est qu'on a de plus en plus en fait de connaissances sur l'animal en termes de recherche. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces connaissances qui sont apportées par la recherche.
Il y a pas mal de travaux qui ont été menés sur les émotions, tant sur les émotions positives que sur les émotions négatives. Je vais vous parler entre autres un tout petit peu de la douleur. La douleur, c'est quelque chose qui a été souvent mis de côté et ignoré parce qu'on ne savait pas bien non plus comment l'évaluer et l'appréhender. Cependant, il y a un certain nombre maintenant de travaux qui sont menés sur le sujet et on commence à y voir un petit peu plus clair. On parle aussi également d'une chose qui est plutôt attribuée à l'homme, qui est l'hédonisme, dans ses côtés plaisir et déplaisir, et pourtant l'animal est capable d'éprouver du plaisir ou du déplaisir. Si le comportement permet de visualiser un certain nombre de choses, ce n'est pas suffisant et actuellement, la technologie, ou du moins certaines technologies, permettent d'aller plus loin sur les thématiques et entre autres de comprendre les mécanismes neuroendocronologiques qu'il y a derrière, entre autres via l'IRM. Cette technologie, on peut aussi l'utiliser pour évaluer de manière précoce l'apparition de pathologies. Actuellement, dans l'équipe CASE, il y a mes collègues Hélène Lerus et Job Lansing qui sont sur des thématiques d'évaluation de blessures au niveau des tarsites. Et l'objectif, c'est d'utiliser des outils technologiques pour évaluer l'apparition de ces tarsites de manière précoce. Il y a aussi également un certain nombre de recherches chez beaucoup d'animaux qui sont menées sur les capacités cognitives, la mémoire et l'apprentissage. Donc, par exemple, récemment, d'ailleurs, il y a mon ancien étudiant qui est là, on a mené des travaux de recherche sur le poulet. Et oui, le poulet est capable d'apprentissage et on a soumis un certain nombre de tâches complexes. On peut se dire, le poulet, il est juste capable de se faire écraser, mais non. Il est capable d'autre chose, d'utiliser un certain nombre de mémoires. On sait que ces capacités cognitives, comme chez l'homme, peuvent être modulées par le tempérament et la personnalité. Même chez les animaux, on a différents types de profils et de tempéraments et c'est important de comprendre comment ces animaux fonctionnent pour après éventuellement adapter le milieu à ce type de tempérament. Alors, finalement, ces différentes recherches elles vont permettre d'aller agrémenter toute la réflexion qu'on peut avoir au niveau du bien-être animal et puis éventuellement d'essayer de mieux définir le bien-être animal. Bien-être animal, ce n'est pas un concept qui est si facile que ça à définir et ni à évaluer derrière. D'ailleurs, du coup, on a un certain nombre de scientifiques qui ont produit leur propre définition. Cependant, en regroupant toutes ces définitions entre elles, on arrive à une définition à peu près complète. Ce qui fait que du coup, le bien-être animal, lui, peut se définir de la manière suivante. C'est un état de santé physique et mentale. Il nécessite également que l'animal puisse vivre dans un environnement qui est compatible avec ses besoins biologiques. Et puis également, il ne doit pas ressentir de souffrance physique ou d'émotions plutôt négatives et ressentir des émotions positives. Alors comme vous pouvez le voir, cette définition du bien-être, elle montre toute la complexité de l'évaluer puisque c'est un concept qui est multidimensionnel. Donc de ce point de vue-là, il y a eu tout un questionnement autour de comment faire pour l'évaluer et être dans un cadre un petit peu consensuel, de manière à ce qu'on parle le même langage. Donc il y a eu un projet européen qui a été conduit de 2004 à 2010 par 13 pays européens. L'équipe CASE a été impliquée au travers de travaux menés par Job Lansing et Hélène Lerus notamment. Et l'objectif était la mise en place de protocoles d'évaluation standard du bien-être animal. Donc on a un protocole qui était applicable aux différents types de production, à un protocole qui était assez similaire et après on adaptait en fonction des types de production. Je vous explique brièvement le principe. Donc ce protocole d'évaluation il se base sur 4 principes et 12 critères. Donc ce qu'on va regarder c'est s'il y a une bonne alimentation, et on va regarder qu'il y a absence de faim ou de soif. On va regarder également le côté logement, donc beau logement, avec des critères comme le confort de couchage ou le confort thermique ou la facilité de déplacement. Le troisième point qu'on va regarder, c'est le comportement. Et on va regarder l'expression de comportements sociaux ou encore l'expression d'autres comportements. Et s'il y a absence de peur. Le quatrième point, c'est bonne santé. Et là, on regarde l'absence de blessures, de maladies ou bien de douleurs. Donc moi, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Eric Birouès qui va vous parler un petit peu plus de contextes sociaux et d'évolution du bien-être animal. Merci beaucoup Vanessa. Merci pour l'invitation. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit au tout début, que finalement cette sensibilité à la souffrance animale dont on parle, c'est une histoire très ancienne. Donc mon regard va être historique et puis un peu sociologique pour terminer. Rappelez d'abord peut-être que
nos ancêtres de la préhistoire et nos plus lointains ancêtres, c'est-à-dire les Homo habilis qui sont apparus il y a peut-être 2,4 millions d'années, on n'a pas la date au jour près bien évidemment, étaient des omnivores et qu'ils ont une appétence particulière pour la viande et que cela les a conduits à progressivement d'abord à être charognards et puis ensuite à chasser des gros animaux. Mais on fait quand même l'hypothèse, en tout cas c'est une hypothèse des anthropologues, que dès l'origine, l'homme a pu ressentir un malaise, un trouble, voire une culpabilité face au nécessaire meurtre alimentaire. Meurtre alimentaire, ça veut dire que si vous voulez manger de la viande, il n'y a pas d'autre solution, à moins d'être charognard, encore une fois, que de tuer un animal et que cela a pu causer un trouble chez nos ancêtres de la préhistoire. Et donc là, on est au cœur de cette relation très ambivalente de notre rapport à l'alimentation, où finalement, étant omnivores, nous devons manger de tout, donc un peu de viande, et que ces aliments qui nous donnent la vie, eh bien finalement, parfois nous devons ôter la vie à d'autres êtres vivants pour nous nourrir. Et la viande est elle-même un aliment ambivalent, car c'est certainement, je le disais tout à l'heure en parlant de l'appétence, l'aliment qui dans l'histoire de l'humanité a été le plus convoité. D'ailleurs on voit bien, les pauvres n'ont toujours eu qu'une idée en tête, c'est de manger de la viande comme les riches, et on voit aujourd'hui, les classes moyennes en Chine, au Brésil et ailleurs veulent manger de la viande, et en même temps, si vous regardez les tabous alimentaires, les interdits alimentaires, religieux, culturels, c'est presque toujours la viande, c'est extrêmement rarement des produits végétaux. Donc on a bien un aliment qui est ambivalent, qui suscite, depuis la nuit des temps probablement, des interrogations. Alors pourquoi? Sans doute parce qu'il y a une proximité assez évidente, qui est une proximité biologique avec l'animal, qu'on n'a pas avec une botte de radis par exemple, et ça dépend des animaux en plus. Hein, on parle de l'animal en général, mais est-ce qu'un insecte et un petit agneau, c'est la même chose? Quand vous regardez dans le dictionnaire, la définition du mot viande, c'est la viande, c'est la chair d'un animal dont l'homme se nourrit. La chair, les muscles, le sang, c'est ce dont nous-mêmes nous sommes faits. Donc on comprend bien qu'on ne peut avaler de la viande finalement et accepter le meurtre alimentaire que si on fait une frontière très nette, très franche entre l'humain et le non-humain, entre l'animalité et l'humanité. Si vous considérez l'animal comme un quasi-semblable, là ça devient très difficile d'imaginer pouvoir incorporer, pénétrer à l'intérieur de soi, cet autre moi-même d'une certaine manière, évidemment de le mettre à mort. Et à cette proximité biologique se rajoute une proximité affective, si c'est un animal d'élevage, et en plus si on lui a donné un prénom, si on a appelé le cochon Arthur et la vache Marguerite, c'est très très difficile, évidemment. Alors, un certain nombre de sociétés anciennes et dans l'Antiquité ont élaboré des stratégies de gestion du meurtre alimentaire. On pense par exemple, et ça c'est des observations de Claude Lévi-Strauss sur des Indiens d'Amérique du Nord, le chasseur tue l'animal, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'avant de décocher sa flèche ou de lancer sa sagaie, il va adresser à l'animal des prières. Il va lui demander l'autorisation de le mettre à mort. Il va formuler des excuses. Vous voyez, donc on ne tue pas l'animal comme ça. Et puis, il y a des stratégies radicales de gestion du meurtre alimentaire, ben c'est carrément le végétarisme. Il y a dans la Grèce antique des philosophes, ici il y a le Pythagore, vous pouvez me rappeler le théorème de Pythagore? Et d'autres philosophes qui sont végétariens, en Inde, les brahmanes, dans l'hindouisme, les moines bouddhistes, ben, on connaît tous le Dalai Lama, il est végétarien par compassion avec les animaux, etc. Donc ça c'est voilà, le meurtre alimentaire, on ne veut pas en entendre parler parce qu'on est dans une attitude de compassion et de non-violence, ahimsa, avec les animaux. Et puis on peut quand même manger des animaux dans d'autres cultures, mais là encore, pas n'importe comment. Dans l'Égypte ancienne, la Grèce ancienne, chez les Hébreux, à Rome, chez les Ariens qui vont conquérir le nord de l'Inde au 2e millénaire, on va manger des animaux, mais on va les sacrifier. On va les sacrifier, c'est-à-dire qu'on va rendre sacré le meurtre alimentaire. C'est une manière de se déculpabiliser finalement. Hein, c'est-à-dire qu'on va considérer que si on tue l'animal, ce n'est pas pour assouvir une pulsion, une envie furieuse de manger de la viande, mais c'est pour rendre hommage aux dieux, les honorer, donc c'est pour faire un acte noble. Et quand on a tué l'animal, on a offert aux dieux les os, la graisse, etc., et la fumée monte vers les divinités, on ne repart pas avec son morceau de viande pour le manger dans son coin, on partage la viande lors d'un banquet collectif, ce qui est peut-être un moyen de partager
de diviser, si vous voulez, la culpabilité. Hein, si on est, bien, vous êtes très nombreux ici, hein, 237, eh bien, sur 200, voilà, on va partager à 237 le bœuf, et donc on n'aura chacun qu'un 237e de la culpabilité. Donc, vous voyez, il y a des précautions que l'on prend. Et puis, dans le contrôle religieux, toujours pratiqué évidemment aujourd'hui par les juifs, par les musulmans, abattage halal, kasher, et voilà, j'ai fait un mauvais copier-coller. Ce qui est en dessous, en fait, fait référence à la Grèce antique où, par exemple, on attend l'accord de l'animal avant de le tuer, avant de le sacrifier sur un autel. Alors l'animal, il ne parle pas, mais dès que l'animal fait un geste, un signe de tête, on va s'empresser d'interpréter ça comme un acquiescement de l'animal. Et puis on va considérer que c'est le couteau, là je parle de la Grèce antique toujours, hein, qui tue l'animal, qui est le responsable. Donc on va le jeter à la mer si on est au bord de la mer, etc. Et qui est responsable du meurtre. Voilà, alors réactivation, alors toutes les sociétés, excusez-moi, toutes les sociétés évidemment n'ont pas eu cette sensibilité. Dans l'Europe chrétienne médiévale, pas sûr qu'on ait eu beaucoup de sensibilité vis-à-vis du bien-être animal, et voilà, donc ça dépend beaucoup évidemment des sociétés et de leur propre manière, du rapport qu'elles ont avec les animaux. Alors pour en arriver à en terminer, parce que je n'ai plus que 27 minutes, c'est ça Valérie? Une ou deux. Moins une minute, mais c'est formidable, ça me suffit. Donc il y a une réactivation récente de la question. Alors quand je dis récente, en fait, non, ça commence déjà à la Révolution française, 18e et surtout 19e siècle, on commence à se poser des questions. Et il y a des lois, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans les années 1850, qui prennent en compte cette dimension du bien-être animal. Mais enfin, on repose quand même depuis une dizaine, bon, je sais pas 10 ans, mais 30 ou 40 ans, un certain nombre de questions qui sont reposées sur le statut de l'animal, sur ses droits, sur la légitimité de la violence faite aux animaux, des conditions d'élevage, d'abattage, etc. Et cette question posée par certains de est-ce que je peux incorporer un autre moi-même. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'incorporation. Voilà, et donc je termine, c'est ma dernière diapositive. Alors quelles sont les raisons de cette réactivation? Alors Vanessa, tu en as cité quelques-unes. Il y a d'une manière générale l'évolution des mentalités et des sensibilités. Aujourd'hui on est plus sensible à l'environnement qu'on l'était il y a 40 ans, on est plus sensible à la cause animale qu'on l'était il y a 30 ou 40 ans. Très important, l'urbanisation qui commence au 19e siècle et qui fait que, qui fait beaucoup de choses, qui fait qu'on va avoir dans les villes, au moment de la révolution industrielle, avant l'apparition aussi d'ailleurs de la voiture et du train, les animaux en nombre qui vont servir de moyens de transport, qui vont servir d'animaux pour tirer de traits, pour tirer les charrettes, etc., dans les mines, ici en région Nord-Pas-de-Calais. Donc on a des animaux dans les villes, et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus d'animaux. Et donc on va idéaliser cette nature vis-à-vis de laquelle on est coupé. Donc les animaux sauvages, on ne les connaît plus, enfin on les connaît par les reportages, par les films animaliers. Les animaux domestiques, évidemment, on ne les voit plus quand on habite en ville. Hein. Je rappelle que 80% des Français, ou à l'inverse, seulement 20% des Français vivent dans un espace rural. Donc on idéalise ces animaux sauvages, domestiques, mais avec qui on n'a plus de rapport. Et puis on voit apparaître, mais on le voyait déjà apparaître au 19e siècle, les animaux de compagnie, les animaux familiers avec qui on a une relation évidemment affective. Et donc on va, à tout le règne animal, en quelque sorte, on va étendre à tout le règne animal la relation qu'on a avec ces animaux de compagnie, les chiens, les chats, les poissons rouges et les petits oiseaux. Alors il y a évidemment l'industrialisation de la filière alimentaire, hein, où les gens disent, et encore aujourd'hui, mais dans quelles conditions les élevages intensifs, hein, tu évoquais la ferme des 1000 vaches tout à l'heure, etc. Évidemment, ce sont des questions qui sont posées. La science a été évoquée également, les travaux des écologues nous amènent à changer notre regard sur les animaux, et puis bien sûr, il y a l'influence de ceux qu'on appelle les activistes de la cause animale. Alors, certains sont très activistes, d'autres le sont moins, et on ne peut pas ne pas parler évidemment de l'impact des médias et d'Internet. Je sépare bien les deux parce que Internet, la nouveauté avec Internet, c'est pas seulement la rapidité, c'est que chacun peut s'exprimer, que l'opinion de chacun a, enfin théoriquement en tout cas, la même valeur. C'est-à-dire,
des groupes qui restaient confinés, entre guillemets, dans la radicalité, eh bien aujourd'hui peuvent être présents dans l'espace public. Donc ça change évidemment beaucoup de choses sur la perception que l'on a du rapport à l'animal. Voilà. Je ne vais pas trop dépasser. Un petit peu, mais pas trop. Bon, ça va. Merci beaucoup. On va finir avec Maëlle, en synthèse. Oui, très rapidement. Je vous propose de faire un point rapide sur la notion d'éthique. Ce mot apparaît dans le titre du Grand Amphi. L'équipe CASE a choisi de retenir ce mot de éthique, qui est souvent confondu, le concept d'éthique est souvent confondu avec celui de morale, et il nous a semblé intéressant de faire un petit point rapide. La morale rassemble en fait un ensemble de notions qui sont mobilisées pour réguler des situations connues. Or, ce que nous venons de voir avec les interventions précédentes, c'est que nous sommes face à une situation nouvelle. Parce que la science a changé, la société a changé, l'économie a changé. Et donc, le concept d'éthique intervient parce que l'éthique, c'est une démarche intellectuelle de délibération menée quand on est face à une situation nouvelle. La morale, ça nous aide à nous guider dans des situations connues, l'éthique dans des situations nouvelles, et c'est bien pour ça que nous sommes tous réunis ce soir pour discuter d'une situation nouvelle. La morale est transmise par la culture, elle est héritée, tandis que l'éthique est repensée par chaque génération. Regardons dans cet amphi, il y a beaucoup de jeunes gens, des étudiants, donc une génération qui va prendre en charge à sa manière les questions posées ce soir. La morale est prescriptive, elle établit un ordre de valeurs qui oppose peut-être le bien, le mal, le bon, le mauvais, et qui le fait respecter. La démarche éthique est une démarche plutôt réflexive, analytique. Elle peut rappeler l'ordre moral, mais aussi elle peut le questionner. Elle peut l'ajuster, le confronter surtout à la complexité des situations. Donc elle va prendre en charge, la démarche éthique va prendre en charge beaucoup d'éléments qui font toute la complexité d'une situation nouvelle. Enfin, la morale fonde un jugement de valeur. L'éthique est plutôt mobilisée quand il faut guider l'action. La réflexion, la démarche éthique sert à conduire vers une décision éclairée, mais qui souvent n'est pas exempte de prise de risque. Pour terminer très rapidement et inspiré par une remarque d'Hélène Le Rust, on peut faire le lien avec la conception de la loi, de la législation, comme consensus social. Une loi n'est peut-être pas bonne en soi, pas bonne en elle-même, elle est le produit d'un consensus social, et la réflexion et la démarche éthique sont justement des démarches qui vont vers le consensus en réunissant des acteurs et en prenant en charge la complexité des situations. Ok. Merci Maëlle. On va passer la parole après cette introduction un peu plus théorique et historique des choses à Léopoldine Charbonneau, qui représente ici une association de défense du bien-être animal. Je pense qu'on peut vraiment l'appeler comme ça. Donc, je crois que je fais partie des activistes. Ah oui. Je sais très bien, il nous en faut. Il nous en faut. Votre point de vue sur la question et surtout l'émission de votre association. Bonsoir, merci de m'accueillir donc, comme activiste ce soir. Donc je vais commencer avec une petite présentation de CIWF France, enfin CIWF en général et notre action en France. Je vais essayer de passer assez vite pour ne pas vous ennuyer et puis après aller un petit peu sur d'autres questions pour être donc complémentaires. On ne date pas de la préhistoire mais de la fin des années 60 où un éleveur laitier justement a créé l'ONG en Angleterre en réaction à l'intensification de l'élevage et de l'impact que ça avait sur le bien-être animal. Donc on est maintenant reconnu comme une organisation internationale de référence dédiée au bien-être des animaux d'élevage. On travaille sur les sujets élevage, transport, abattage, au niveau européen mais aussi au niveau international. On a vocation à encourager des modes d'élevage extensifs et trouver des alternatives à l'élevage intensif. Donc on a des moyens d'action que je vais voir détailler un petit peu, mais voilà, des campagnes grand public d'information, de mobilisation, de lobbying politique pour faire mieux appliquer la réglementation quand elle existe ou la faire évoluer. Et puis on a tout un travail avec l'agroalimentaire où autant la partie lobbying ou réglementation peut être le bâton, autant ça c'est la côté carotte d'encourager vers une meilleure prise en compte du bien-être animal et sa valorisation. C'est vrai qu'actuellement dans le monde, 2 animaux sur 3 en Europe sont issus d'élevage intensif, qui sont basés sur une productivité maximale, souvent un confinement des animaux,
de forte densité et un environnement appauvri qui ne permet pas forcément toujours de répondre aux besoins comportementaux des animaux. Par rapport aux critères dont on a pu voir avant, les aspects physiques sont souvent pris en charge, mais l'aspect psychologique et comportement animal est plus difficile à respecter dans ce type d'élevage. Donc notre travail en France et au niveau européen, c'est vraiment de faire avancer la législation, qu'elle soit mieux appliquée pour avoir des standards de bien-être animal plus exigeants, parce qu'il y a un intérêt du grand public et aussi au niveau des décisions politiques pour faire avancer. L'information, la mobilisation est essentielle aussi. Beaucoup de gens se préoccupent des consommateurs, des citoyens, des conditions d'élevage, mais ne sont pas toujours informés, comme on pouvait voir, avec l'éloignement et l'urbanisation. Voilà. Et notre travail avec les entreprises. De façon plus macro, on veut aussi essayer de réfléchir sur un autre élevage, peut-être un élevage différent de ce qu'on peut avoir maintenant, ou pour une alimentation durable et des politiques agricoles mondiales pérennes. C'est pas juste une politique agricole, mais vraiment de l'alimentation. Voilà. Des éléments de succès des activistes en général ou du mouvement de protection animale, la reconnaissance des animaux de ferme comme des êtres sensibles dans les textes de loi européens, l'interdiction des cages pour les veaux de boucherie au-delà de 8 semaines, la fin des cages conventionnelles pour les poules, les cases de gestation pour les truies, et voilà, par notre travail positif avec l'agroalimentaire, on arrive à améliorer la vie de plus de 250 millions d'animaux chaque année. Par rapport aux attentes sociétales et le bien-être animal, j'ai repris ici quelques chiffres de sondages qu'on a pu faire nous ou dans d'autres contextes, où on voit que les Français, s'il y a quelques années étaient encore peu réceptifs au bien-être animal, il y a vraiment une évolution. On le voit pour les œufs, par exemple, qui bénéficient d'un système assez unique d'étiquetage en fonction du mode d'élevage, donc qui donne vraiment une information sur le mode d'élevage dès l'acte d'achat. Les Français se disent prêts à payer plus cher selon les produits, du fait de l'absence d'étiquetage en partie, ou pour d'autres facteurs, certaines intentions d'achat ne se matérialisent pas toujours en acte d'achat, en partie pour des raisons d'information, mais aussi de coût et d'autres facteurs bien sûr. Le bien-être animal, on voit, c'est vraiment quelque chose qui évolue, une attente consommateur forte. On le voit nous avec les gens qui nous soutiennent de plus en plus et dans les sondages que j'ai pu citer, que vous pouvez voir là. L'étiquetage, effectivement, nous paraît essentiel pour que le consommateur puisse choisir en fonction de critères neutres, comme on parlait pour les œufs tout à l'heure. On avait fait un sondage par rapport au porc où effectivement si les consommateurs avaient plus d'informations, est-ce qu'ils changeraient de type de produit qu'ils achèteraient? Et on voit que oui, mais les obstacles sont forts, comme je disais tout à l'heure, le prix, l'étiquetage n'est pas évident et le manque d'offres aussi. C'est essentiel, si on ne trouve pas les produits, on ne peut pas les acheter. Et justement, ça relie notre travail avec toute l'agroalimentaire. Donc on a vraiment cette volonté de valoriser des démarches de progrès sur le bien-être animal auprès des entreprises, que ce soit de la production jusqu'à la distribution, avec une approche positive, d'accompagnement, de progression. On comprend que tout ne peut pas être fait immédiatement et que le bien-être animal, plutôt qu'une contrainte, puisse devenir une opportunité commerciale et de différenciation, pour qu'elle puisse être intégrée par les entreprises. Je vous mets tout en même temps. Donc on voit non seulement la demande consommateur se reflète aussi dans l'intérêt des entreprises pour le bien-être animal. On voit on a un classement des grandes entreprises agroalimentaires européennes. On voit que parmi elles, plus de 50%, presque 60% montrent que c'est un sujet important pour eux dans leur politique officielle, souvent de responsabilité sociétale. Ça peut être un avantage concurrentiel, le bien-être animal, ce n'est pas qu'une contrainte ou un problème ou un coût. Donc soit pour les marchés export, soit potentiellement par rapport à des imports extra-communautaires. Les outils qu'on a dans notre travail agroalimentaire sont
des trophées. Donc les entreprises, on nous récompense des entreprises qui ont dans leur politique d'achat des engagements ou des engagements à s'approvisionner en produits d'agriculture durable et respectueuse du bien-être animal, donc sur différentes espèces, et aussi au niveau par exemple de la distribution. On travaille au-delà de ces trophées avec de nombreuses entreprises agroalimentaires pour les accompagner, pour les sensibiliser de façon gratuite, pour favoriser cette démarche de prise en compte. Un outil qu'on a développé avec une autre organisation de protection animale est un classement justement pour de grandes entreprises agroalimentaires sur base de leur politique sur le bien-être animal, sur l'information qui est accessible au grand public. Donc c'est l'information publique, celles qui communiquent sur ce qu'ils font et celles qui ne le font pas. On retrouve au niveau international pas mal d'entreprises et des françaises qui de plus en plus. Donc voilà, je vous ai mis quelques logos d'entreprises avec lesquelles on travaille, des entreprises françaises là comme exemple. Évidemment, il y en a beaucoup d'européennes et d'internationales. Et donc, voilà, juste pour dire que le consommateur vraiment a une attente croissante pour le bien-être animal, que voilà, ce n'est pas qu'une contrainte, que des risques. Il peut y avoir des opportunités fortes, on peut être économiquement performant tout en améliorant le bien-être animal. L'important, c'est la valorisation, c'est potentiellement la différenciation, et aussi un échange pour que les évolutions, qu'on puisse rapporter les évolutions sociétales et que ça soit pris en compte par rapport aux nécessités de la production et pour pouvoir évoluer ensemble. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, le site internet, les différents sites internet. Merci. Merci Madame Charbonneau. Alors, on a un temps pour quelques questions, donc on est dans les temps, donc il y a pas mal de questions qui sont arrivées, donc on va essayer, avec Hélène, on les a filtrées un peu. Alors, première question, c'est pour vous Madame Charbonneau, c'est probablement une question d'un étudiant, mais vous parlez d'élevage intensif, mais c'est quoi intensif versus extensif finalement? Vous devez le mettre en hauteur, simplement. C'est pour avoir une idée, parce qu'on parle beaucoup d'intensif, mode d'élevage, mais c'est où la limite quelque part, pour vous en tant qu'association? Alors souvent, ça dépend des espèces effectivement, et des terminologies, qu'effectivement on peut avoir différentes terminologies. Pour nous, l'élevage intensif, c'est effectivement des élevages en bâtiment, avec des confinements, des cases, une forte densité de chargement. Ça dépendra évidemment par espèce, et selon, voilà. Souvent, en élevage intensif, l'aspect expression du comportement naturel est difficile, donc par manque d'espace ou par un nombre d'animaux important en mètre carré par exemple. D'accord, donc quelque part, ce que vous dites quelque part, ici c'est les animaux en bâtiment, on est forcément dans un modèle... Pas forcément, non, tout. On peut avoir des bâtiments, des animaux en bâtiment, mais effectivement avec plus d'espace par animal, avec potentiellement de la lumière du jour, des aérations naturelles. Voilà, c'est pas bâtiment extérieur. On peut avoir un élevage relativement extensif en bâtiment. C'est pas exclusivement du plein air. C'est effectivement un exemple, mais c'est pas le seul. D'accord. On a quand même pas mal, une question qui vient aussi, la question justement de l'extérieur. On a tendance à croire que les animaux qui peuvent sortir ont un meilleur bien-être. Est-ce que c'est vraiment vrai, Vanessa, en tant qu'éthologue? Les poules qui sortent sont-elles forcément plus heureuses, comme les cochons? Maëlle peut-être aussi. Quel est votre regard, vous quatre, sur la question de cette tendance quand même des consommateurs à vouloir des animaux qui sortent, des vaches qui sortent, etc. Voilà. Tant que j'ai le micro, j'en réponds. Effectivement, un système avec accès extérieur a un potentiel bien-être animal, un potentiel plus fort. Il faut qu'il soit bien mené dans des bonnes conditions. L'accès extérieur ne garantit pas un bon bien-être animal. En revanche, il le permet. Des poules en cage, le potentiel bien-être animal reste en deçà. Certains des étudiants. C'est bon, ça marche. Ok. Du coup, certains des étudiants doivent savoir. Moi, je suis un peu plus spécialiste en volaille, donc du coup, ça me parle un peu.
est-ce que les poules sont plus heureuses si elles ont accès au bien-être, à un système plein air? Je sais pas, je ne serais peut-être pas aussi tranchée que ça, parce que finalement, je trouve que c'est pas si simple d'être parce qu'on a accès à l'extérieur. Comme on a vu, le bien-être animal, c'est une notion multidimensionnelle, et finalement, quand on est en cage, finalement, par certains côtés, il y a un côté santé, une certaine préservation. Nous, par exemple, on a travaillé sur des animaux qui étaient élevés en plein air, et ils ont été beaucoup soumis à la prédation, finalement, au niveau extérieur et tout ça. Donc c'est une autre forme, en fait, de pression qui va venir contrebalancer un peu le bien-être. Donc je dirais que les choses ne sont pas si simples. Donc l'accès plein air, c'est un peu ce que le consommateur en même temps a envie de voir comme l'animal qui s'emballe dans la ferme. C'est aussi un outil marketing en même temps, de s'imaginer que nos animaux vont à l'extérieur. On voit que malgré tout, même quand on est dans des conditions qui sont idéales, en fait, avec un accès parcours, c'est un espace extérieur, c'est ce que vous voyez en système plein air, donc c'est un parcours, les animaux peuvent se déplacer. En l'occurrence, il y a des animaux qui se déplacent très bien quand il n'y a pas d'arbres, des choses comme ça. Par contre, il y a des arbres, il y a tout ce qu'il faut pour se déplacer, ben, parfois les animaux restent quand même à l'extérieur. Donc je dirais que c'est peut-être pas si simple que ça. Eric, ton regard, est-ce qu'il y a une tendance au niveau des consommateurs, et Maëlle peut-être aussi? Juste un petit mot, beaucoup de gens aiment les animaux et en fait les méconnaissent. Je suis frappée par le peu de connaissances en éthologie souvent qu'ont les personnes qui aiment les bêtes mais qui n'ont pas intégré ce que disait Léopoldine aussi tout à l'heure, l'idée que les besoins sont différents selon les espèces. Donc voilà, on peut adorer les bêtes, on peut aimer les animaux et ne pas les connaître et être vraiment très ignorant finalement de leurs besoins propres selon les espèces. Oui, c'est ça, et nous on peut préférer de même être en plein air plutôt que d'être enfermé, donc on va projeter nos propres besoins sur les animaux, mais je pense que symboliquement, le plein air, c'est en fait le contraire du confinement et de l'enfermement dans une boîte noire. Je prends cette expression à dessein, la boîte noire, parce que justement c'est ça que le consommateur d'aujourd'hui finalement refuse. Le système alimentaire a complètement changé. Il est devenu pour lui une boîte noire. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qui rentre de la boîte noire, on sait juste ce qu'il en sort. Ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas. On ne met pas les pieds dans une ferme, on ne met pas les pieds dans une usine alimentaire, etc. Et donc cette idée de boîte noire et d'enfermement, je me dis que symboliquement c'est peut-être ça aussi qu'il y a derrière. On a envie de savoir et que les choses soient au grand air, enfin qu'elles soient au vu et aussi de tous. Pour compléter, je crois, par rapport aux commentaires que vous avez fait, je pense que la notion de choix est importante aussi. Qu'ils puissent sortir ou qu'ils restent, qu'ils choisissent de rester. Dans des systèmes, effectivement, avec accès plein air, il y a le choix pour l'animal de sortir vite, qui était, à mon avis, partie intégrante du bien-être animal. Ok. Merci beaucoup à vous. On va s'arrêter là. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, et ça arrive encore. Mais on va essayer de les reprendre à la fin, mais surtout choix libre. Il y a notamment pas mal de questions autour de la viande, l'abattage, et aussi, voilà, est-ce qu'il faut interdire quelque part la consommation de viande, bon voilà, ce genre de choses. Bon, on va les reprendre après, on vous laisse à ce moment-là, tout à l'heure, la place pour ce type de questions. Alors on va passer maintenant un peu plus sur le volet un peu production. On a vécu un été un peu compliqué, bon pas moi personnellement, j'étais en vacances loin d'ici, mais surtout les éleveurs avec le contexte prix du lait mais aussi de la viande. Le marché du porc breton qui a complètement collapsé avec des agriculteurs qui ont décidé de ralentir un peu le trafic sur les routes, voire d'interdire l'accès sur le périph'. Bon, contexte économique donc un peu compliqué. Et en plus, on va leur parler donc des conditions de bien-être animal. Est-ce que c'est pas un peu trop? Bon, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Mais est-ce que, par rapport à ce qu'on vient de dire aussi, est-ce que, en tant que consommateur, en tant que citoyen, on n'idéalise pas un peu trop les conditions? Parce qu'au final, c'est un secteur qui est très fortement évolué. Ça, c'est une photo d'une centaine d'années ici, où, grosso modo, l'éleveur, il vivait avec ses vaches, ou plutôt dans l'autre sens. Ici, c'est une photo qui vient du sud-ouest, il me semble, c'est Maëlle qui l'a trouvé. Les vaches qui vivent avec les éleveurs. Bon, évidemment, aujourd'hui, on est loin de cela, bien sûr. Nos pratiques d'élevage ont évolué, ça, c'est une image un peu plus positive, bon, ça reste toujours positif. On va vers des conditions, on va dire, plus intensives. Et aujourd'hui, on en a déjà parlé l'année dernière,
il y a un contexte vraiment extrême ici, c'est la ferme des 1000 vaches, donc en Picardie, où là c'est clair, avoir quasiment 1000 vaches, aujourd'hui il n'y en a pas, dans un bâtiment, là la question de l'accès à l'extérieur et autant d'animaux, ça peut se poser. Donc c'est vrai, on est vraiment dans un contexte de production où d'un côté il faut chercher à agrandir pour pouvoir gagner la même chose. On peut se poser la question quelle est la valorisation des produits et de la production agricole. Donc dans ce contexte-là, les éleveurs sont sous pression et en plus on leur met des directives bien-être en fonction des espèces. Donc voilà, donc on voulait parler de cela, de donner de la place à 3 personnes ici. Donc Hélène de Rust qui va intervenir un peu sur le volet politique, c'est-à-dire un peu le volet juridique, directive. Et nous avons l'honneur d'avoir 2 éleveurs qui sont venus des Flandres, M. Willem et M. Duncan, si vous voulez, si vous pouvez venir ici, qui vont quelque part exprimer un peu leur situation, leur ferme, et on va leur laisser la place pour raconter au jour le jour comment ils vivent quelque part le bien-être des éleveurs. Hélène ? Bonjour. Alors moi, ce que je vais vous présenter en guise d'introduction de cette partie, c'est un petit peu un état des lieux des directives européennes sur le bien-être animal. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe est très en avance par rapport aux autres parties du monde sur ce thème. C'est-à-dire que c'est nous qui avons un petit peu l'armada le plus complet de directives sur ce sujet. Alors, petite définition, qu'est-ce qu'une directive ? C'est un texte de loi européen et qui a pour but de favoriser l'harmonisation des législations des États membres. Alors cette directive, elle va donner une obligation de résultat à ces pays, c'est-à-dire qu'il y a un objectif à atteindre en termes, par exemple, de conditions de logement des animaux. Mais par contre, elle va donner une liberté de moyens, c'est-à-dire que ce n'est pas un texte qui est directement applicable dans les élevages, mais il va nécessiter une transposition au niveau du droit national. Donc les États membres vont écrire leur propre texte, qui ne peut pas être moins sévère que la directive européenne, mais qui peut éventuellement être plus sévère. Également, en général, on va laisser un délai d'application, puisque ces directives nécessitent des changements importants dans les élevages, et on va laisser du temps, souvent par exemple une dizaine d'années, pour que les élevages puissent se mettre aux normes. Alors, comment elles sont construites, ces directives ? Alors tout d'abord, c'est le Parlement et le Conseil de l'Europe qui vont un petit peu impulser une directive. C'est-à-dire qu'ils vont choisir de réformer une directive ou d'en écrire une nouvelle. Alors pour répondre à une question qui a été posée par téléphone tout à l'heure, il y a à ce moment-là un impact important des groupes de lobby. Alors qui peuvent être les associations de défense des animaux, comme le CIWF, qui va pousser un petit peu pour plus de bien-être et plus de contraintes dans les élevages, mais également l'ensemble des syndicats agricoles et des intervenants qui peuvent être des parties prenantes en élevage. Donc se passe un certain nombre de discussions et au bout d'un moment, on va demander à la commission en fait, de rédiger un texte. Alors la commission, pour rédiger ce texte, elle va faire appel à l'EFSA, qui est la European Food Safety Authority. Et cette EFSA va en fait consulter des spécialistes, qui peuvent être des vétérinaires, qui peuvent être des éthologues, et qui vont se baser en fait sur les dernières connaissances scientifiques pour adapter au mieux, ou en tout cas donner à la Commission un maximum d'outils pour pouvoir faire une directive qui puisse réellement améliorer le bien-être des animaux. Ce texte est ensuite envoyé au Conseil des ministres, il est voté par le Parlement, la directive européenne sort, et à partir de là, elle va pouvoir être rédigée dans le droit national. Alors, qu'est-ce qu'on a comme directive dans l'Union européenne ? Je vous disais, on en a pas mal, et on en a depuis assez longtemps, puisque depuis les années 70, régulièrement, des directives sortent. Alors, premier type de directive, on a une directive générale qui date de 1998. Alors, quand je dis générale, elle est très générale, c'est-à-dire qu'elle concerne toutes les espèces, et on va retrouver des informations qui sont très peu spécifiques. Ça va être par exemple, tous les animaux doivent être contrôlés tous les jours. Ils doivent recevoir une alimentation adaptée, mais on ne précise pas qu'est-ce qui est adapté à quelle espèce. Ils doivent être logés dans des conditions sanitaires, avec un bâtiment ventilé. Si les animaux sont malades, ils doivent être soignés. Donc c'est vraiment très général, c'est vraiment des lignes directrices. Donc en l'absence de directive spécifique pour une espèce, c'est cette directive qui va s'appliquer. Ensuite, on a de nombreuses directives sur l'abattage, notamment la dernière directive de 2009 qui va instaurer la responsabilité au sein de l'abattoir. Il va y avoir un responsable de la protection animale qui doit être nommé dans l'abattoir. On met en place des modes opératoires normalisés. Alors, ceux qui font la qualité doivent voir de quoi je parle. En gros, on essaie de verrouiller chaque étape pour que les différentes étapes de l'abattoir soient faites en respectant les règles.
Et donc on va indiquer des règles, comment on étourdit les animaux et puis comment on procède à l'abattage. Au niveau du transport, on a aussi beaucoup de règles. La dernière directive date de 2004 et ces directives vont instaurer également les responsabilités des différentes personnes qui interviennent dans le transport et puis indiquer un nombre d'heures maximales, les pauses, les conditions qu'il doit y avoir dans le camion, etc. Finalement, on a un certain nombre d'espèces qui ensuite ont des directives spécifiques. C'est le cas, par exemple, des poules pondeuses, on en a parlé avec le CIWF. Par exemple, depuis 2012, les cages traditionnelles sont interdites et les poules doivent être soit dans ces systèmes au sol ou en volière, ou si on est en système en cage, ce sont des cages aménagées, donc avec une surface aménagée, avec un certain nombre vous avez des nids, vous avez des perchoirs, etc. Autre espèce qui a une directive, c'est les porcs. Depuis 2013, en fait, les porcs, les truies qui étaient jusque-là logés dans des cases individuelles ont dû être passés dans des groupes. Le veau de boucherie également a eu son passage de la case individuelle en groupe depuis 2007. Également, on a changé un petit peu l'alimentation, ils ne recevaient que du lait, ils ont maintenant l'obligation de recevoir également une alimentation fibreuse qui va favoriser la rumination. Finalement, il y a encore des choses qui se passent, puisque par exemple sur les volailles gavées, on a un texte qui s'applique normalement au 31 décembre 2015, qui va interdire les épinettes, ces petites cages individuelles pour le gavage des animaux, et obliger un logement collectif. Donc un petit aperçu de la directive porc, on en parlera peut-être un peu plus avec Monsieur Denequin juste après. Donc avant, je vous ai mis une photo, les truies étaient dans les logements individuels, ce qui posait problème, notamment, elles ne pouvaient pas se déplacer en fait. Donc on a choisi de les mettre en groupe, donc c'est pour tous les élevages depuis le 1er janvier 2013. On a également augmenté les surfaces, notamment pour les porcs charcutiers, et puis il y a nécessité d'avoir présence de matériaux, d'objets que les animaux peuvent manipuler, et puis on a également augmenté la fibrosité de l'aliment pour occuper un peu plus longtemps les animaux. Donc on en discutera, ça a eu un certain nombre d'impacts sur ensuite les conduites d'élevage dans les élevages. Alors pour terminer mon propos, qu'est-ce qu'on peut attendre comme future réglementation ? Alors nous on voit un petit peu deux axes sur lesquels l'Union européenne travaille pas mal en ce moment. Il y a tout d'abord tout ce qui est diminuer ou interdire des procédures potentiellement douloureuses. Il y a par exemple l'épointage chez les volailles qui est beaucoup discuté. Il faut savoir qu'il y a déjà un certain nombre de pays dans l'Union européenne qui ont volontairement interdit cette pratique et il est fort probable que cette interdiction s'étende à l'ensemble des pays. Donc actuellement, la filière française se prépare un petit peu à cette possibilité. De la même façon, l'écornage des veaux est beaucoup discuté et la castration des porcelets sera normalement interdite en 2018 et pareil, les filières travaillent sur des alternatives, comment élever des porcs non castrés. Deuxième chose, vous avez vu, les directives parlent beaucoup de liberté de mouvement, c'est-à-dire qu'on veut donner plus d'espace aux animaux. Et bien, se pose la question dans un certain nombre de cas, par exemple l'étable entravée chez les vaches laitières, qui existe encore dans les zones de montagne, et puis également les cages de maternité chez les truies. Merci Hélène. Il y a de nombreuses questions qui arrivent, donc on va voir comment on va gérer ça tout à l'heure. Alors, on va maintenant passer à nos deux invités, deux éleveurs, M. Denequin et M. William. Je propose est-ce que vous présentez d'abord votre exploitation, chacun de votre côté. Donc il y a un slide pour chacun, vous prenez votre temps, tout ce que vous voulez dire, et ensuite on rentrera un petit peu plus dans le débat, bien-être ou pas, etc. Vas-y, M. Denequin. Donc, Monsieur Denequin, j'habite à Méris, je suis éleveur sur un élevage de 400 truies naissants engraisseurs, un système classique pour la région. Je travaille avec deux associés qui sont en fait mes fils. On a un peu de culture à côté, qui sert essentiellement à l'alimentation du troupeau truie. Donc on a fait la mise aux normes, puisqu'on va parler des mises aux normes directives européennes. Donc on était en avance de 2 ans, puisqu'en 2011 on avait terminé les mises aux normes. Ceci était dû essentiellement à l'installation des fils, puisqu'on avait donc anticipé un peu et on avait profité de ces mises aux normes pour l'installation des fils et de développer l'élevage. Donc nous, pour notre part, sur l'élevage, on a choisi un système en truie grand groupe avec des alimentateurs automatiques.
Et bon, le reste, c'est tous des animaux en groupe pour l'élevage aussi, que ce soit les porcelets ou les porcs charcutiers, mais ça c'était déjà comme ça auparavant. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, aujourd'hui, je me suis étonné un peu que le CIVF disait que 75% des Français auraient acheté de la viande de porc bien-être, puisque aujourd'hui 100% de la production française est en norme bien-être, apparemment, depuis 2012. Donc, voilà, bon, mais... Voilà, ça dépend sur quelle définition on se base. Oui, bah, ils n'ont plus qu'à acheter de la viande avec le logo BPF, et puis on est sûr que c'est aux normes bien-être. Bien-être, je parle de la bien-être directive européenne. Hein. Après, le bien-être dans l'élevage, bon, pour ma part, ça se fait essentiellement par l'éleveur. Donc aujourd'hui, je peux avoir un élevage bien-être et avoir des animaux qui sont totalement en mal-être. Si je m'en occupe mal, si je les soigne pas, ce sera des animaux en mal-être. Alors qu'à l'inverse, on peut avoir des conditions peut-être plus rustiques pour les animaux et retrouver des animaux en bien-être parce que l'éleveur va soigner l'animal boiteux, va intervenir à temps sur les animaux, les nourrir, l'ambiance des bâtiments, etc. Donc il y a quand même à ne pas perdre de vue la fonction de l'éleveur qui est, à mon avis, essentielle pour le bien-être de l'animal. Merci. Monsieur Willem, vous êtes, Monsieur Denquin, vous êtes confronté à une directive bien-être que vous avez appliquée. Vous avez continué, vous faites des choix techniques, on y viendra tout à l'heure. Monsieur Willem, vous êtes éleveur de lapins avec ou sans directive? Non, je crois que on a tous en lapin une directive, c'est même une directive mondiale qui est élaborée par le WRSA. Et là, en ce moment, se discute sur une nouvelle directive de bien-être animal en matière de lapin. Alors donc, moi je suis éleveur de lapins depuis 2003, installé à Zegerskapelle, 420 femelles en production. Et ce qui était, quand je me suis installé, j'étais aussi auparavant directeur d'un groupement de producteurs de lapins sur le nord de Picardie. Et pour rapporter un petit peu mon cheminement, pourquoi je suis revenu un petit peu tard au lapin, c'est parce que déjà à la ferme des parents, dès l'âge de 14 ans, j'élevais déjà des lapins, on va dire de façon ancestrale, du lapin, ce qu'on appelait le clapier, des clapiers béton, sur paille. Et j'avais même essayé à l'époque des parcs en prairie, je m'amusais à faire des parcs en prairie. Mais à l'époque, je me souviens que quand, je pense qu'il y a une dizaine de lapins qui naissaient, j'en vendais 4 ou 5. Et pour moi, c'était quelque part, quand on dit aujourd'hui, quelque chose qui se rapporterait le mieux du bien-être. Donc on est installé, comme vous pouvez le voir, on est en cage grillage. Et ce qui est important, c'est que je pars d'un principe que l'animal, dans son bâtiment, doit être aussi bien, on doit pouvoir coucher, nous, éleveurs, dans le bâtiment. C'est pas parce que c'est un animal. Je pense que si on veut extérioriser son potentiel génétique, il est important qu'il soit bien. Vous voyez, quand on parlait des personnes âgées qui étaient dans des appartements cet été à 35-37 degrés, moi j'ai mon bâtiment dans lequel la température n'a jamais excédé 25 degrés. Parce que vous voyez un petit peu sur le côté, on a des systèmes pour refroidir l'air, comme on a des systèmes pour réchauffer l'air. Ce qui est important pour nous, c'est que l'animal se trouve toujours dans des conditions optimales. Et j'en veux pour preuve que je pense qu'on est arrivé aujourd'hui, on a pu... en matière de performance, puisqu'on est tout ça aussi pour vivre de notre métier, en matière de performance économique atteint un certain summum, ce qui me fait dire que quelque part on le met dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que je peux me rapprocher un petit peu de ce que disait Madame du CIVF tout à l'heure, c'est que à un moment donné, pour moi, qu'est-ce qui peut être acceptable pour que l'animal soit dans un bien-être total? Et pour moi, la question, c'est qu'il puisse extérioriser au mieux son potentiel génétique. Mais ce que je voulais dire aussi avant, quand nous, on est éleveurs, qu'on soit éleveurs de porc, de vaches laitières, de poules, de quoi que ce soit, on est avant tout des passionnés de l'élevage. Donc on ne fait pas l'animal en lui disant t'es une machine à produire, tu dois me rapporter autant. On produit aussi, comme moi, le lapin, parce que j'aime l'animal. Je pense qu'il y a toujours un côté passionnel dans ce que l'on fait. Et je le dis parce que souvent on omet de le dire dans
tous les médias qu'on peut voir, on a envie de le dire. Et ce qui m'agace aussi, ça je tiens à le dire, c'est que nos parents, nos grands-parents nous ont appris à ne pas brader. Et je suis toujours très en colère quand je vois des gens qui jettent de la viande, qui jettent du pain. Parce que pour moi, on a tué l'animal pour rien. Vous faisiez tout à l'heure un rapprochement avec l'approche un petit peu idéologique liée à la viande. Je ne pense pas qu'à cette époque-là, ils auraient jeté de la viande. Moi, je dis, puisqu'on a tué l'animal, on doit aller jusqu'au bout, on doit le manger. Et quand je vois, on a pu le voir, des plaquettes de jambon jetées sans être ouvertes parce qu'elles ont dépassé une journée, ça, ce sont des choses qui doivent être dites et qui m'agacent. Alors, on a des droits, on a des devoirs. Le consommateur a des droits, mais il a aussi le devoir de respecter, en mangeant l'animal, de respecter jusqu'au bout. Voilà. Ok. Merci, M. William. Je reste avec vous parce que vous parlez, vous vous occupez, j'en suis convaincu, du bien-être de vos animaux. Est-ce que vous acceptez le fait quand même que les consommateurs ou ceux qui voient peut-être pour la première fois l'image d'un élevage de lapins sur cette photo ici, se disent mais quand même l'animal est dans une cage, donc comment c'est toujours un peu la question aussi de l'animal à l'extérieur ou en groupe. Comment vous réagissez par rapport à des gens qui vous interrogent là-dessus? Alors je reviens un petit peu parce que souvent on me dit vous les élevez en clapier vos lapins. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que dès l'âge de 14 ans j'élevais des lapins en clapier, et c'est tous les clapiers qui étaient à l'extérieur, qui étaient sur paille. Et je vous ai dit tout à l'heure le résultat de performance que je pouvais avoir. Moi j'ai toujours été ouvert, puisque en même temps, en 2003, depuis 2003, on a développé un lapin certifié. Qui dit certifié dit respect des normes d'habitat, le respect des normes alimentaires et aussi, surtout, la traçabilité. Et donc, je suis allé, nous, notre organisation, on est une vingtaine d'éleveurs, on travaille, on vend notre lapin par le biais d'une GMS de la région de Laponie. Et moi, je suis allé avec mon bâton de pèlerin en magasin. Et ma plus grande fierté, c'est d'aller, j'y suis pratiquement toutes les semaines, d'aller à la rencontre du consommateur. Et je n'ai jamais refusé à un consommateur de venir chez moi. Je lui ai souvent donné mon numéro de portable ou mon adresse. Et c'est déjà arrivé. J'ai une fois un consommateur, je partais d'ailleurs un samedi après-midi au mariage, et qui est venu. Et moi j'habite Zegers, lui il venait de la région de Vers. Et puis je lui ai montré, je lui ai ouvert les portes, il a dit bon c'est bien, je vous crois sur parole, j'ai compris. Parce que je ne lui avais pas menti. Et vous voyez, je pense, vous l'avez dit tout à l'heure, quand tout ce qui est dans une boîte noire qu'on ne voit pas, après ça laisse libre à l'interprétation. Et le fait parfois de le voir, alors bien sûr, c'est peut-être pas pour certains ce qui serait pour eux le mieux, mais à un moment donné, il y a quand même des normes, il faut quand même les respecter, les normes qui ont été établies par des stations de recherche, par des scientifiques. Et vous voyez là, on voit, vous avez des fonds plastiques. Ça, c'est ce qu'on appelle des repose-pattes. Je vous le dis quand même. J'ai été surpris quand mon cheptel est rentré, c'est que j'ai dit tiens, les femelles, elles vont être bien sur ces fonds plastiques. Et toutes les femelles dormaient à côté du fond plastique. Vous voyez, c'est une anecdote. Et je me disais, bah, tiens, après tout, c'était peut-être ça, ce qui fait un meilleur bien-être vis-à-vis de nous. Vous voyez, c'est des petites anecdotes quand même qui sont importantes de rappeler parce que cela, on le vit au quotidien. Et quand je parlais tout à l'heure aussi d'engagement dans le certifié, vous avez parlé, madame a parlé de densité au mètre carré, on a baissé les densités au mètre carré depuis quelques années en rapport avec les normes européennes et mondiales. Voilà. Alors, je reste avec vous et après je passe à M. Deneka. D'accord? Je réponds un peu à des questions qui viennent aussi de la salle, et en sachant que c'est des questions qui sont, je pense, pertinentes. Aujourd'hui, on va dire en cuniculture, vous n'avez pas de directives très contraignantes, mais certainement ça va arriver. Est-ce que vous la craignez? Est-ce que c'est pas peut-être la fin, ou est-ce que c'est pas finalement un peu risqué justement pour la filière? Est-ce qu'elle va pas souffrir, voire disparaître? Le problème, il est aussi quelque part économique. Moi, je veux bien derrière baisser encore de moitié. Si on me dit on va payer l'animal, le produit le double, donc on respecte cette norme. Si on ne le fait pas, ben, on va encore supprimer les éleveurs. Je pense qu'il doit tout être aussi dans la vie une question d'équilibre. Alors oui, je répète encore oui pour le bien-être animal, mais jusqu'où on peut aller? C'est là la question fondamentale, elle est là. Et on parlait tout à l'heure du poulet. Moi qui suis en magasin tous les week-ends, je suis surpris que les consommateurs n'achètent pas que du poulet label, puisqu'il a un parc, puisqu'il court, puisqu'il mange de la céréale. Et aujourd'hui, ça ne représente que 25% des consommations de poulet.
Vous voyez, il y a aussi, et moi j'ai beaucoup de questions quand même du consommateur. Ce qui est important pour lui, c'est la traçabilité, la qualité organoleptique et là où il a été élevé. Et forcément le rapport qualité-prix. Mais je peux vous l'assurer, j'ai très peu, ou est-ce que parce que je dégage une certaine confiance, je ne sais pas, je suis peut-être bon dans ce domaine, j'en sais rien, mais j'ai très peu de questions sur le bien-être. Ce qui est important, qualité organoleptique, prix et la traçabilité. Et ce que je pense, ça veut peut-être dire qu'on a bien avancé derrière sur le bien-être animal. Monsieur Delcan, vous étiez plus ou moins obligé d'adapter votre élevage et de choisir un autre logement pour les truies. Vous avez choisi le système DAC, grand groupe. Est-ce que c'était motivé par des questions de bien-être? Parce que les animaux sont des très grands groupes. Vous auriez pu choisir un système un petit peu plus restreint, des animaux plus petits groupes, avec plus de barres métalliques, entre guillemets. Pourquoi vous êtes allé dans ce système-là? Vous auriez pu faire un autre choix. Ouais, alors, bon, personnellement, j'étais sur un élevage de 100 truies, un système, comme on avait vu sur l'image précédente, chaque truie dans son petit box en tubulaire, et puis voilà. Donc ce système venait déjà un peu au bout. On voulait installer un garçon avec moi, et donc on a anticipé la mise aux normes, et quitte à faire du groupe, et comme il fallait passer en groupe pour quitter le système tubulaire, ben on l'a quitté vraiment en n'en mettant plus du tout, quoi. Tout simplement. Que les petits groupes, ils restent quand même un peu de système tubulaire, etc. Alors le choix qu'on a fait aussi, c'est que l'animal, notamment le porc, on a quand même des groupes d'animaux où il y a forcément des dominants, et qui dit dominant dit aussi dominé. Donc pour le bien-être, dès qu'on met en groupe, il y a des dominés. Et je ne suis pas sûr que pour leur bien-être, ce soit la meilleure des choses d'être dominé. Donc c'est aussi un système qui permettait d'individualiser chaque animal par une puce électronique. Et donc chaque animal a accès à sa ration alimentaire, par exemple. Et on a aussi des cases qui sont notamment beaucoup plus grandes, ce qui fait que chaque animal est plus à même aussi de trouver un refuge, le cas échéant, pour que ce soit rarement nécessaire, mais dans des bagarres dominant-dominé, le dominé trouve refuge en allant 4-5 mètres plus loin, parce que le dominant, lui, il est à sa place et puis il y reste. Donc c'est quand même un avantage de ce système vis-à-vis du bien-être, pour préserver le bien-être des animaux, puisque avant on ne pouvait pas se battre parce qu'ils avaient chacun leur case. Et on a constaté aussi que on a toujours l'appréhension, parce que c'est des systèmes nouveaux, mais finalement, en tant qu'éleveur, on s'y adapte. Et l'animal, et ça a été mentionné aussi, l'animal peut être éduqué et l'animal s'adapte aussi. Et je pense que même dans un système comme ça, l'animal, heureusement qu'il peut être éduqué, parce que sinon les animaux, il n'y a pas un tiers des animaux qui iraient se nourrir dans la machine d'alimentation par contre. Donc on voit par là que dans tout système, pour que l'animal soit bien, j'en reviens encore une fois sur l'éleveur, mais c'est un tout, et c'est le global qui fait qu'on respecte ce bien-être animal ou pas. Ok, une question qui vient de la salle et qui quelque part fait la suite. Vous avez dû donc investir dans un nouveau système, vous auriez pu rester sur l'ancien qui fonctionnait bien. Vous avez dû investir, est-ce que vous vous êtes retrouvé finalement, est-ce que les performances des animaux sont les mêmes, voire meilleures? Est-ce que économiquement parlant, vous avez trouvé un prix équivalent, voire meilleur? Est-ce que, économiquement parlant, et au niveau zootechnique, est-ce que vous étiez gagnant finalement? Alors d'un point de vue zootechnique, les performances sont pas élevées, sont préservées d'un système à l'autre, il n'y a aucun souci là-dessus. On est même en passe d'améliorer, parce que peut-être on a aussi nous fait l'apprentissage de ce système et qu'on arrive à mieux le maîtriser au bout de 2 années qu'au départ. Ensuite, d'un point de vue économique, c'est vrai que c'est un nouvel investissement. Bon, pour nous, ça n'a pas eu trop d'impact sur des charges en plus, parce que
On était sur un élevage un peu de course et c'était le moment opportun de le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a anticipé de 2 années. Par contre, l'autre versant économique, c'est totalement faux de croire que le consommateur paye plus. Enfin, on n'a rien eu de plus au niveau vente parce que c'était aux normes bien-être. Je pense que le marché est toujours fait à l'inverse. Et là, bon, j'appelle un peu le restant de la filière. On fait croire que le consommateur est prêt à payer plus parce que s'il y a ceci, cela, il va l'acheter. Finalement, on essaie toujours de vendre le moins cher possible et d'acheter le moins cher possible. Et donc l'éleveur, financièrement, lui, s'il ne retrouve pas forcément, bien-être ou pas, on est sur les mêmes prix. Sachant qu'aujourd'hui, de la norme bien-être en porc, comme je le disais, il n'y en a plus de toute façon. Donc le bien-être est devenu aujourd'hui la qualité lambda, si je veux dire, pour le consommateur, notamment en viande fraîche. Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la transformation, où il y a des viandes étrangères qui rentrent et qui respectent à loin près les normes qu'on a en Europe. Et ça, c'est un gros souci. On viendra tout à l'heure sur le modèle économique avec les acteurs. La dernière question, qui est une question que j'avais préparée, mais qui vient aussi de la salle. Bon, on sait bien les directives européennes, et Madame Charbonneau disait aussi, bon voilà, il faut qu'elles soient appliquées et peut-être contrôlées. Est-ce que vous seriez d'accord? Bon, premièrement, je poserai la question à Hélène. Est-ce qu'il faut auditer toutes les fermes en France pour assurer que tout se passe bien? Est-ce que vous, en tant qu'éleveur, derrière, vous seriez d'accord pour que il y a un organisme d'audit qui passerait une fois par an, comme un autre organisme, pour vérifier que le bien-être des animaux soit en ordre? Hélène, d'abord, est-ce qu'il faut le faire selon toi? Faut le faire, ça fait de l'activité pour l'équipe CASE. Ah oui. Non, plus sérieusement, moi ce qui me gêne un petit peu, alors déjà il faut savoir que les éleveurs sont contrôlés sur leur mise aux normes, hein, on vérifie qu'ils ont bien été mis aux normes. Ce qui me gêne un petit peu parce que, comme le disait Monsieur Denequin, c'est pas parce qu'on est aux normes que le bien-être est assuré. On peut avoir un bâtiment qui est aux normes et avoir des animaux qui sont pas bien gérés. Donc c'est vrai que partant de là, les directives donnent une obligation de moyens, c'est-à-dire que physiquement vous devez respecter des densités, des systèmes, mais derrière il n'y a pas de contrôle du résultat, c'est-à-dire améliorer les points sur lesquels peut-être mes animaux en élevage été j'ai peut-être un peu trop de boiterie ou un peu trop de mamie, bon c'est un problème de bien-être, mais voilà, comment je peux améliorer la situation? Alors je voudrais dire qu'avant c'est un peu comme les lois, avant d'ajouter les lois, il faudrait déjà faire appliquer les lois qui existent. Je rejoins dans ce domaine-là où, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on s'est lancé sur un appât certifié, donc qui répond à un cahier des charges, et ce cahier des charges, c'est ce qu'on appelle la norme AFNOR 1500, une densité au mètre carré. On sait qu'on a autant de mètres carrés de grillage, on doit avoir une surface minimale pour les reproducteurs quand ils se reposent. Et là-dessus, tous les ans, on est contrôlé par ce qui s'appelle Avicert, qui vient contrôler qu'on respecte bien toutes ces normes. Et c'est pour ça que, attention, on va toujours en rajouter, parce que derrière, c'est toujours des coûts, et c'est toujours les coûts qu'on répercute sur l'éleveur. Parce que là, nous, on paye de notre poche. Je pense que j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi, nous, éleveurs, on doit aussi de temps en temps savoir balayer aussi devant notre porte, en ce sens que il faut être à notre niveau irréprochable. Et je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai des amis belges, des chercheurs belges qui sont dans le lapin, qui disent que c'est vrai que la France a toujours eu tendance à rajouter des normes aux normes. Donc, ce qui fait que d'un point de vue européen, en général, on n'est pas souvent en retard vis-à-vis de ça. Donc, arrêtons-le pour moi. Voilà. Monsieur Denequin, pour finir, vous voulez avoir une auditrice comme Hélène tous les ans dans votre élevage? Oui, ça n'a pas de souci, mais on se voit régulièrement avec des groupes de l'ISA qui profitent pour venir faire une visite. Mais bon, au niveau audit, on est déjà audité. Viande de porc française, c'est audité, mais par la filière, notamment la filière groupement, comme c'est une filière interne. Et bon, pour notre part, en tant qu'éleveur, on a aussi l'audit QS allemand, donc qui est la qualité, une filière qualité allemande, qui vient nous auditer parce qu'on exporte de temps en temps un camion de porc en Allemagne. En Allemagne, c'est 400 km pour
On voit ça des fois très loin, mais c'est pas si loin que ça finalement. Donc voilà, donc les audits sont déjà régulièrement réalisés de toute façon. Et comme le précisait Hélène, pour ce qui est dans les normes de surface, etc., c'est vérifié dès qu'on dépose le dossier d'achèvement du bien-être. Du dossier bien-être. Ok, merci beaucoup pour vos interventions. On va passer à la dernière phase. Vous allez revenir certainement, et donc pour ceux qui avaient encore de multiples questions, vous messieurs et mademoiselles peuvent intervenir tout à l'heure. Merci. Alors on va passer maintenant vers la dernière étape, c'est-à-dire ici maintenant, parlons un peu, on a parlé donc de l'attente des consommateurs, la place de l'animal, comment on peut imaginer l'animal dans sa société, les éleveurs. Maintenant passons quelque part au volet un peu consommateur, mais plutôt côté vente et donc le volet transformation, mais aussi distribution. Alors vous êtes peut-être sans savoir, peut-être vous le savez, mais vous vous êtes jamais trop posé la question, mais en fait l'œuf est particulièrement cas typique ici en matière de bien-être. C'est le seul produit d'origine animale qui connaît une segmentation et une reconnaissance au niveau des conditions de logement. En fait, lorsque vous avez un œuf, vous avez donc une indication qui est de 0, 1, 2 ou 3. Le 0 indique un œuf venant d'une poule élevée en plein air et qui est biologique. Lorsque vous avez le code 1 donc, sur un œuf, donc qui est le mode d'élevage, c'est le poule élevée en plein air, 2 c'est un poule élevé au sol et 3 c'est la poule élevée en cage. Donc c'est-à-dire il y a des conditions d'élevage qui sont différentes, d'accord ? Alors quand vous regardez, alors j'ai pas mis le prix ici des éleveurs parce que ça dépend, ça varie beaucoup. Lorsque vous regardez, donc là c'est la marque concurrente de votre chaîne de distribution. Donc ici, bien connu ici, c'est sur internet, 6 œufs biologiques, bon et encore c'est pas cher, 1,56 €. Œufs élevés en plein air pour 6 œufs, 1,25 €, et lorsque vous avez un poule en cage, vous êtes à 90 centimes. Donc vous avez ici un prix qui est très différent en fonction du type de logement des animaux. Alors la question derrière, c'est qu'est-ce que les éleveurs perçoivent vraiment un prix aussi différent? Bon, je pense, la vérité, elle est quand même pas aussi évidente, mais vous voyez donc sur un même produit, 6 œufs, on a quand même presque du simple au double d'un système à l'autre. Quand on parle du lait, le lait c'est un produit un petit peu plus complexe en réalité parce qu'il y a la saisonnalité de la production et donc qui fait généralement aussi une saisonnalité un peu des prix, avec des variations qui peuvent être plutôt importantes et surtout ces dernières années plutôt importantes, les écarts de prix d'une période à l'autre. Donc ça c'est la graphique du bas. Et quand on voit finalement un produit qui est très très standard en réalité, on voit des briques de lait dans toutes les sortes avec vitamine D ou pas, etc. Lait écrémé de montagne et au final pas tant que ça des différences de prix ramenées au litre. Donc c'est quand même pas si évident que ça finalement. Donc est-ce qu'on arrive à segmenter le marché du lait? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Alors pour cela nous avons invité deux personnes ici. Mademoiselle Gamberini, qui vient de la Société des Deux Vaches, qui va expliquer un petit peu plus la Société des Deux Vaches, et Monsieur Darteil, qui vient de Carrefour et qui s'occupe des filières qualité. Je vous invite à prendre place. Monsieur Darteil peut s'asseoir. On me laisse d'abord l'honneur d'âme. Aude, est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, grosso modo, votre approche en matière de bien-être animal dans votre société? Bonjour. Alors, je suis ravie d'être là pour vous parler du bien-être animal parce que ça fait longtemps que je suis partie de l'équipe des Deux Vaches et j'ai initié la démarche il y a bientôt 6 ans, je disais ça tout à l'heure dans le taxi avec Léo Poeldine. Alors, les Deux Vaches, c'est une entreprise qui fait des produits laitiers bio, mais pas seulement, c'est aussi une entreprise de joyeuses militantes, j'insiste sur le mot joyeux, il est important, et de joyeuses militantes pour un monde plus bio. On a une mission, la mission qu'on se donne en tant qu'entreprise, c'est de contribuer à réinventer un modèle alimentaire avec plus de sens, plus de transparence. On a beaucoup parlé de transparence tout à l'heure, et aussi beaucoup de plaisir, parce que le plaisir, c'est la raison principale pour laquelle on achète à manger. Voilà. Et tout ça, ça concerne les consommateurs, ça concerne les agriculteurs, et puis ça concerne aussi les vaches. Et puis on a un état d'esprit, on ne cherche pas à être parfait. On a aussi beaucoup parlé de l'histoire de boîtes noires tout à l'heure. Nous, on veut casser les boîtes noires, et puis la transparence, c'est super important, donc on n'attend pas d'être parfait pour dire ce qu'on fait.
C'est un état d'esprit qui me semble important à partager. La marque Lait de Vache a été lancée en 2006, elle fait partie du groupe Danone, et le point de départ c'était d'aider les éleveurs bio qui à l'époque n'avaient pas de débouché pour leur lait, donc c'est la raison pour laquelle la marque s'est lancée, avec vraiment un combat de base. Et ce qui est très important pour nous, c'est d'aller à chaque fois plus loin que le cahier des charges du bio, justement pour travailler la mission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors sur le bien-être animal, il y a déjà des éléments qui font partie du cahier des charges du bio, notamment le zéro pâturage est autorisé. Il y a l'alimentation bio, elle favorise le fourrage qui a priori est meilleur pour le bien-être de la vache. On a voulu aller plus loin, donc c'est déjà une démarche qui nous intéressait, puis on a rencontré le CIWF sur la projection d'un film militant, et ça a accroché, et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. La démarche du CIWF nous a intéressés parce que c'est une démarche d'accompagnement, et ce qu'on a souhaité faire, c'est à l'aide d'éleveurs, partenaires de la marque, et du CIWF, d'imaginer un programme basé sur 8 critères que je vous listerai tout à l'heure. Et l'idée, c'était vraiment en allant sur ce projet de bien-être animal, d'imaginer quelque chose qui soit scientifiquement mesurable. C'était vraiment le challenge, et qui soit concret, et qu'on puisse animer. Et je rebondis par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par les deux éleveurs. Ce qui est important pour nous sur ce programme de bien-être animal, c'est d'être dans une logique d'accompagnement. On n'est pas là pour sanctionner les éleveurs, on n'est pas là pour leur dire s'ils font bien ou pas bien leur travail. On est vraiment là pour les aider, les accompagner, et pour leur donner envie d'adhérer à la démarche, on a mis en place un système de primes. On a même une double prime, une prime sur la base des résultats d'audit et une prime sur la base de la quantité d'herbe qu'ils donnent à leurs vaches. Aujourd'hui, il y a 25 fermes qui sont concernées. En Normandie, ça correspond à peu près à 70% de nos besoins en lait. Il y a à peu près 2000 vaches qui sont intégrées dans le programme. Et on a un plan d'accompagnement des éleveurs qui est en cours. Donc vraiment, les points pour moi qui sont super importants, c'est qu'on est dans une démarche d'accompagnement et pas de sanction, et de sensibilisation des éleveurs à aller encore plus loin sur le principe du bien-être animal. Je vais rapidement vous passer les 8 critères de ce fameux audit. Petite parenthèse, au départ, on faisait les audits à la maison, et enfin, quand je dis à la maison, on avait des gens de l'interne qui allaient dans les fermes et faire les audits, et depuis 2014, c'est donc l'équipe CASE, en anglais, qui nous accompagne, justement parce qu'on va aller vers plus de professionnalisation, et c'est une démarche itérative. C'est important pour nous à chaque fois de remettre en cause la manière de mesurer et de progresser. Donc on a 8 critères qui sont la base des audits dans les fermes. Donc à l'état d'engraissement, je pense que ce critère est assez clair. À chaque fois, pour chacun des critères, l'équipe qui fait les audits a une grille référente. On a le score de locomotion qui permet de mesurer au sein d'un troupeau s'il y a des problèmes de boiterie. Le taux de réforme, c'est le nombre de vaches qui partent d'une exploitation chaque année. Le taux de mammites, donc ça j'imagine que vous savez ce que c'est, donc c'est le nombre de mammites qui sont observées sur un troupeau pendant un an. Le comportement du troupeau, ça c'est un indicateur qui est intéressant parce que ça mesure le niveau de stress, et puis ça mesure la capacité des animaux à être face à des humains qu'ils ne connaissent pas et voir comment ils réagissent. L'indice de confort qui est un critère important, c'est est-ce qu'une fois qu'ils sont en bâtiment, ils ont suffisamment de place pour s'allonger. Le nombre de jours au pâturage par an, qui fait partie je disais tout à l'heure, des indicateurs de critères du cahier des charges du bio, mais nous on va un peu plus loin. L'état de propreté, qui mesure le niveau de propreté des vaches. Et en synthèse, chaque éleveur reçoit une fiche à la suite des audits. Donc les audits sont faits une fois par an à la fin de l'hiver, parce que c'est là où vraisemblablement on observe le plus c'est le plus parlant.
Donc chaque éleveur qu'on suit reçoit une fiche avec sa notation, bien sûr tout ça est confidentiel, sa notation et la comparaison par rapport au reste des fermes. Une fois qu'il reçoit ça, on est là pour les accompagner. Donc il y a 2 sujets qui ont été identifiés, il y a un sujet sur les mammifs et un sujet sur les boiteries. Et on a mobilisé un vétérinaire qui les accompagne pour, dans leurs exploitations, piloter au mieux ces 2 critères prioritaires, mammifs et boiteries. Donc tout à l'heure, c'est ce que Hélène disait, c'est ok, c'est sympa de faire des audits, mais si derrière on met rien, enfin on fait rien pour changer les choses, ça ne sert à rien. Donc là, pendant quelques temps, on a eu une première étape où les audits ont servi de sensibilisation auprès des éleveurs, de faire accepter la démarche. Et maintenant, on est vraiment dans une logique, on est en train de rentrer dans une logique d'accompagnement. Ils y voient leur intérêt, puisque un troupeau en meilleure santé, c'est aussi économiquement plus intéressant pour eux. Donc quels résultats je vais vous montrer quelques réalisations et résultats qu'on a eu sur le sujet du bien-être animal. Donc nous, on pense que le bien-être animal, c'est un vrai critère de choix pour le consommateur. Il y a des chiffres qui le montrent, on en a partagé quelques-uns. Et c'est quelque chose qu'on a défendu en communication. D'abord, on a été très fiers en 2011 d'avoir la mention d'honneur des vaches d'or qui nous a été donnée par le CIWF. On a été la première marque en France à avoir cette mention d'honneur. Donc c'était une grande fierté. Et on a vraiment décidé de faire du sujet du bien-être animal. À l'époque, c'est 2012, on en parlait très peu en France, à faire de ce sujet un sujet national, un sujet sur les... Enfin, pas confidentiel, et on a décidé de traiter ce point via une publicité qui est passée sur les écrans. Donc la première diffusion, c'était en 2012, donc je vais vous la montrer. Lait de vache, lait de vache, lait de vache, vache, vache. Pour vos œufs, vous préférez les poules élevées en plein air. Et pour vos yaourts, comment sont élevées les vaches? Ça ne vous intéresse pas? Nous, les 2 vaches, dès qu'il fait beau, on sort les troupeaux. Parce qu'on pense que c'est meilleur pour les vaches. Meilleur pour notre lait. Et sans doute aussi pour nos yaourts. Les 2 vaches, vachement bio. Ça, c'était une première communication qu'on a menée en télé pendant 2 ans. On a aussi eu pas mal de communication sur Internet, mais là je me suis concentrée sur la partie télé. Et on a eu une deuxième aussi en 2014 que je vais vous montrer. Et si tu devais te réincarner, ce serait en quoi? Vu comme on est heureuse ici avec notre nourriture bio, nos soins, nos pâturages et ce bon air, je pense que je me réincarnerai en moi. T'es pas bête, toi. Du bon lait bio produit par des vaches heureuses. Les 2 vaches vachement bio. Vachement bon. Et les petits miens, du bio pour les enfants. Juste avant de revenir sur les résultats, c'est important pour nous, je voudrais insister là-dessus. Tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on était des joyeuses militantes, on est vraiment dans la pédagogie. On a ce rôle-là d'être dans la pédagogie, la joie pour faire changer les choses et répondre à cette mission d'un nouveau modèle agroalimentaire. Donc à chaque fois, quand on communique, on essaie de le faire de la manière la plus joyeuse possible. Et pour terminer du côté des consommateurs, on a récemment, dans un article LSA consacré au bio, on a été élu la marque qui inspire le plus confiance aux Français devant des industriels du bio, sur l'univers du bio, devant les industriels du bio comme Bior, Jardin Bio, Bray, qui sont des industriels référents. Donc on est très content et on pense que parmi toutes les actions qu'on a menées, celle qu'on a menée sur le bien-être animal nous permet aujourd'hui d'avoir ce type de performance. Donc nous, on est vraiment chez les 2 vaches convaincus de l'intérêt de la démarche et on est ravis dans les fermes qu'on anime de pouvoir tirer le niveau d'exigence parce qu'on arrive à le raconter aux consommateurs et on arrive à le mettre dans la valeur du produit. Et la marque est en pleine croissance alors qu'elle coûte 20-30% plus cher que le conventionnel. Donc, par rapport aux points qui ont été soulevés tout à l'heure, la question c'est comment est-ce qu'on remet cette valeur dans le produit, comment est-ce qu'on la remet chez le consommateur, en l'expliquant, en donnant du sens, et en donnant du sens,
les résultats sont là. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est parfait. On peut rester sur le PowerPoint, voilà. On passe maintenant à la dernière étape, c'est bien de produire des produits donc bien-être. Nous avons donc l'honneur d'avoir M. Tarteil ici, qui va expliquer un peu plus ce qu'il fait. Première question, M. Tarteil, les deux vaches sont bien référenciées chez vous? Oui. On va référencier chez Carrefour. Bonjour, donc merci de l'invitation. Donc, je suis Franck Darteil, je suis responsable de la démarche filière qualité Carrefour pour la France. Donc d'abord quelques petits slides de présentation de la démarche et puis après donc, des éléments sur le bien-être animal. Les objectifs de la démarche filière qualité Carrefour, c'est de développer l'image de qualité fraîcheur des produits frais chez Carrefour et surtout d'abord pour nos clients, pour fidéliser nos clients avec des produits qui ont du goût et donc des produits qui sont inscrits dans leur territoire. Et pour l'environnement, c'est développer et consolider des filières pour avoir un partenariat durable avec nos partenaires producteurs. Et puis tout ça dans des bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, avec tout ce qui tourne autour de l'agroécologie. Ce terme agroécologie, nous, en fait, à travers les filières qualité Carrefour, on développe depuis de nombreuses années, vous allez voir. Et le bien-être animal, qui est pris en compte dans les filières qualité Carrefour. Un petit slide pour l'historique, c'est qu'en fait les filières qualité Carrefour, elles ont été développées il y a plus de 20 ans, en 1992. Donc c'était vraiment une démarche de fond qui est inscrite dans l'ADN et dans les valeurs de Carrefour. Pour dire, c'est pas une démarche récente de marketing, et c'est vraiment une démarche de fond. Je ne vais pas tout citer toutes les dates, mais quelques dates importantes. En 1994, 2 ans avant la crise de la vache folle, on interdisait déjà dans les cahiers des charges des filières qualité Carrefour les farines animales dans l'alimentation des bovins. Et 2 ans avant la crise de la vache folle, c'était vraiment un sujet, c'était vraiment anticipé. On en parlait vraiment pas du tout à l'époque. Autrement, en 1996, on a interdit tous les traitements chimiques après récolte sur les fruits filière qualité Carrefour. Dès 1999, on a travaillé sur l'interdiction des OGM dans l'alimentation des animaux d'élevage. Et donc l'ensemble des animaux d'élevage, donc que ce soit en porc, en bœuf, en volaille, donc il n'y a pas d'OGM dans l'alimentation de ces animaux. Et puis depuis 2013, on travaille sur l'élevage sans antibiotiques, sans traitement antibiotique, parce que vous savez que l'antibiorésistance va être un sujet de société extrêmement important dans les années qui viennent, quoi. On estime qu'au niveau européen, il y a près de 10 000 personnes qui meurent dans les hôpitaux parce qu'elles arrivent, elles sont contaminées, il n'y a aucune antibiotique qui peut les soigner, donc les contaminants sont résistants aux antibiotiques. Ça c'était pour dire qu'avant cette démarche, donc depuis 92, c'était un label, c'était un attribut de la marque Carrefour, et en 94, l'année dernière, on a lancé la marque filière qualité Carrefour pour mieux expliquer aux clients ce que l'on faisait au sein des filières. Donc il y a un bloc marque, pour qu'on soit reconnu, et puis donc on a mis on pack sur le packaging, ça se voit pas bien à l'écran, mais donc trois arguments clients pour expliquer en quelques mots aux consommateurs ce que l'on fait dans les filières. Le premier argument, ça tourne généralement autour du goût. Le deuxième, c'est des pratiques respectueuses de l'environnement ou bien-être animal. Et puis le troisième critère, c'est inscrit dans son territoire la relation, le partenariat avec les producteurs. Et en bas, on met une carte de France avec l'origine régionale de nos produits. Les produits filière qualité Carrefour, c'est des produits bruts agricoles peu ou pas transformés. C'est aussi bien dans le secteur produits frais que dans le secteur PGC. C'est principalement, dès que le produit peut être produit en France, il est produit en France. Et quand il ne peut pas être produit en France, on a des filières à l'étranger. Par exemple, c'est le saumon de Norvège, c'est les crevettes de Madagascar, des choses comme ça. Et donc un bon rapport qualité-prix. Et en fait, ce directoire de marque, c'est parce qu'on a une autre marque qui est très connue chez Carrefour, c'est Reflet de France. Et c'est pour faire vivre ces deux marques et pour pas que ces deux marques, que ça soit clair pour le client. Donc quelques exemples de produits. Donc les produits filière qualité Carrefour, c'est principalement produits frais, donc aux fruits et légumes, donc pommes, kiwis, des carottes et pommes de terre. Charcuterie, fromage traiteur coupe, donc des fromages et de la charcuterie. Il y a le rayon poisson, il y a le rayon boucherie, donc avec des viandes de bœuf, veau, porc, agneau.
Et donc ça se développe au PGC, donc produit de grande consommation, donc avec le poulet, les œufs et du jambon cuit. Là, c'est juste un petit slide pour montrer un exemple de produits différenciants. Ce qu'on recherche dans les produits filière qualité Carrefour, c'est des produits qui ont une histoire à raconter. Là, j'ai pris l'exemple du Cantal. Le Cantal, en filière qualité Carrefour, nous, il est au lait cru uniquement, alors que l'AOP autorise le lait pasteurisé. Nous, en filière qualité Carrefour, on a 120 jours d'affinage sur le Cantal, alors que l'AOP, c'est 90 jours. Donc 30 jours d'affinage en plus, c'est plus de goût. Pour l'alimentation des bovins, donc on interdit l'enrubanage et l'ensilage. Donc pour que ce soit pour le bien-être animal et puis pour la meilleure qualité du lait, alors que l'AOP autorise les aliments fermentés. Nous, on interdit les OGM et puis on a un délai de ramassage en pâturage de 24 heures, alors que l'AOP est de 48 heures. Pour les aliments fermentés, vous savez que de manger de l'ensilage tous les jours pour une vache, c'est comme si vous mangez de la choucroute tous les jours, c'est pas bon pour la santé, on va dire. Quelques preuves des filières qualité Carrefour. Donc au niveau des fromages, donc on a 13 fromages filières qualité Carrefour, ils sont tous au lait cru. Donc ils ont des durées d'affinage prolongées pour plus de goût. Les poissons d'élevage sont nourris sans OGM. Maintenant on a le saumon qui est en plus élevé sans antibiotiques. On a des fruits et légumes, je l'ai dit tout à l'heure, donc l'ensemble des fruits, filière qualité Carrefour, il n'y a pas de traitement chimique après récolte. On travaille sur la lutte intégrée, on travaille sur la diminution des pesticides, des insecticides, diminution des intrants. Et les pommes de terre, on a des pommes de terre filière qualité Carrefour qui n'ont pas de traitement antigerminatif après récolte. Donc il y a sur les viandes, 100% des viandes sont d'origine France. Un exemple, en viande bovine, on a 12 jours de maturation. Pour la viande bovine, pour avoir plus de tendreté et puis pour garantir une meilleure viande à nos clients. C'est quelques exemples. Communication, je vais passer rapidement. Donc on développe ces arguments auprès de nos collaborateurs pour qu'ils puissent expliquer aux clients avec des guides produits ce que c'est que les avantages de la filière. Il y a des prospectus, il y a de la pub télé. Pub télé, donc entre autres les œufs filière qualité Carrefour, c'est des œufs de poules élevés en plein air et 100% nourris à base de végétaux français. Parce que donc on travaille sur une filière de soja française. Voilà. Et là c'est une petite pub sur les œufs. De bons œufs frais à la coque, il n'y a rien de meilleur. J'aime bien les œufs au plat, la recette la plus simple. C'est une alimentation sans OGM, sans antibiotiques. Viens, tu leur donnes des petits grains. Quand on reçoit nos petits-enfants, toujours des œufs frais. C'est pas un bel œuf ça? Les œufs filière qualité Carrefour sont 100% français, de poules élevées en plein air, nourris sans OGM et aux végétaux français. En plein air, comme moi. Carrefour, j'optimisme. Voilà, donc ça c'est une pub télé qui a eu lieu au mois de juin sur les œufs filière qualité Carrefour. Elle a été reprise en septembre. Il y avait une pub sur le poulet, sur ce poulet, le poulet fermier d'Auvergne, qui est une pub télé qui est passée en janvier. Donc pour dire qu'on communique sur cette marque. Ce poulet fermier d'Auvergne, donc c'est le premier poulet label rouge qui a été élevé sans traitement antibiotique, vendu en France. Et en l'espace de 3 ans, c'est devenu la première référence de poulet MDD du groupe Carrefour en France, en pièces entières. Donc élevé en plein air et sans traitement antibiotique. Et c'est la deuxième référence de pièces entières du rayon volaille de Carrefour, derrière le poulet de Loué. Bien-être animal, alors quelques preuves du bien-être animal. J'ai pris quelques exemples. Donc le poulet, je viens d'en parler, c'est un poulet qui est élevé en plein air, sans traitement antibiotique, label rouge IGP, nourri sans OGM. Les œufs, donc on en a parlé, vous avez vu la pub, donc c'est des œufs élevés, de poules élevées en plein air, 100% origine France bien sûr, sans OGM et élevés sans traitement antibiotique aussi. Le porc, toutes les viandes, j'ai dit tout à l'heure, filière qualité Carrefour, c'est des viandes 100% origine française, VPF, sans OGM. Donc bien sûr, 100% des élevages sont aux normes, on a la norme qu'on a parlé tout à l'heure. Et on travaille actuellement un test sur l'arrêt de la castration des cochons, avec un partenaire breton, en l'occurrence c'est Coperle.
Et on travaille donc sans traitement donc pour élever des porcs, des mâles entiers non castrés, sans traitement antibiotique, quoi. Et on travaille aussi avec un autre partenaire du Sud-Ouest, la coopérative FIPSO, aussi pareil pour élever des porcs sans traitement antibiotique après le sevrage. Le veau filière qualité Carrefour, bien sûr 100% français, sans OGM, élevage collectif. L'ensemble que ce soit pour le veau, pour le bœuf et l'agneau, donc il y a interdiction, enfin c'est obligatoirement un étourdissement avant abattage. Et ça, on informe nos clients de ce choix de Carrefour. Et on travaille sur le veau, on travaille sur un veau élevé sans traitement antibiotique, ça c'est l'état de test et de projet. Et en veau, on a un partenaire veau filière qualité Carrefour en Rhône-Alpes qui élève des veaux sur paille. En bœuf, donc c'est les bœufs en filière qualité Carrefour, en viande de bovine, on n'a que des races mixtes et des races à viande. Mixte, donc c'est la Normande à la Montbéliarde, et puis les races à viande, donc c'est le troupeau allaitant français. Donc principalement charolaise, limousine, blonde d'Aquitaine, on a de la Salers aussi. Donc j'ai dit tout à l'heure, la viande est aussi donc, 12 jours de maturation. Et pour l'agneau, ils sont nés et élevés sur l'exploitation de naissance, 100% français, et donc étourdissement obligatoire. C'est quelques exemples de bien-être dans les filières qualité Carrefour. Je l'ai pas mis là, on travaille aussi sur un projet lapin, avec élevés en bande, et puis ça c'est à l'état de test et de projet, et des lapins élevés sans traitement antibiotique aussi. Et pour le bien-être animal, on ne travaille pas avec CIWF, on travaille en partenariat avec Wellfarm, PMAF, Protection mondiale des animaux de ferme. Donc, qui travaille avec nous sur l'ensemble des filières animales pour la prise en compte du bien-être animal. Voilà. Très bien, rapide pour tenir le timing des c'est parfait, on est dans le timing imaginé. Alors, il y a encore beaucoup de questions de la salle, donc il y a une question qui revient en fait pour vous deux, c'est-à-dire, c'est bien toutes ces démarches-là, mais au bout du compte, 20-30% plus cher le yaourt, l'éleveur il touche combien de plus, et pour vos engagements filière qualité Carrefour, combien on récupère finalement? Est-ce qu'il y a une véritable plus-value finalement pour l'éleveur? Alors la question de la répartition de la valeur, c'est une question qui est hyper importante. Quand je vous ai dit tout à l'heure que le modèle qu'on défend, c'est un modèle qui est plus transparent, avec plus de sens, c'est un modèle qui peut fonctionner que s'il est pérenne. Et la pérennité du modèle, elle est avant tout garantie par la capacité de l'éleveur à bien gagner sa vie. Donc en bio, en tout cas chez les deux vaches, on s'attache à ce que la répartition de la valeur soit la plus juste possible entre les éleveurs et nous. Et après, moi j'ai pas la transparence sur les comptes de résultats de nos éleveurs. Ça fait partie des discussions qu'on a avec eux. Mais c'est important, en tout cas cette question de partage de la valeur, c'est une question qui est super importante parce que c'est de ça que la pérennité du modèle dépend. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Quelques éléments aussi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, c'est pour arriver au prix, les produits filière qualité Carrefour, chez Carrefour, c'est plus de 15% des produits frais qui sont en filière qualité Carrefour. Donc on travaille avec près de 20 000 producteurs français, dans tous les produits que je vous avais eus. Et l'année dernière, on a fait près de 145 000 tonnes de produits. Donc, et ce qu'on dit par rapport au prix, c'est que les éleveurs qui sont avec nous, les producteurs, les transformateurs, mettons si je prends pas des partenaires du fromage, ils sont tous encore avec nous. Tous les partenaires transformateurs ou conditionneurs, depuis la création de la filière, ils sont encore avec nous. Donc ça rejoint la pérennité et cet aspect économique. Et donc, comme on a, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le filière qualité Carrefour, c'est un positionnement cœur de marché plus pour nos clients, c'est pas du premium, c'est du cœur de marché plus. Comme on a des exigences supérieures aux standards, donc c'est pour ça que je dis cœur de marché plus, il y a des plus-values pour les producteurs, alors qui sont variables suivant les produits, suivant le type de production.
Et donc voilà, des fois on raconte des anecdotes, on dit quand il y a des producteurs qui s'en vont de la filière qualité Carrefour, c'est généralement quand ils partent à la retraite. Mais honnêtement, dans les filières qualité Carrefour, c'est ce qui se passe, quoi. Mais c'est vrai que vous l'avez expliqué tout à l'heure, le contexte de tout ce qui est élevage en France est compliqué actuellement. Mais voilà, comme je ne sais pas si vous pouvez le dévoiler, mais en moyenne, par exemple, un éleveur qui est engagé dans votre filière, qualité Carrefour, il est rémunéré quoi, 5% de plus, 10% par rapport à... C'est pas en pourcentage, mais mettons en bovin, sur la cotation, ça peut être 10 centimes de plus sur la cotation pour une vache. Mais après, ça, je vous dis, ça dépend des productions, ça dépend du moment, de l'année, puis ça dépend. C'est très variable. Mais globalement, les éleveurs, on a l'habitude de dire, les éleveurs s'y retrouvent parce qu'ils sont encore avec nous dans cette démarche. C'est une démarche, je ne l'ai pas dit, c'est 100% des produits c'est une démarche qui est en contrôle tierce partie. Il y a un organisme certificateur qui contrôle l'ensemble des opérateurs. 100% des opérateurs sont contrôlés chaque année, que ce soit les transformateurs, abatteurs, conditionneurs. Les éleveurs, c'est par sondage en fonction de la taille des groupements et des structures d'élevage. Mais donc l'ensemble de la filière est en contrôle tierce partie. Moi, je voudrais ajouter deux choses. Les éleveurs reçoivent un prix sont payés pour la matière première bio, et comme je disais tout à l'heure, on a deux primes supplémentaires, une sur l'alimentation des vaches, on encourage la consommation de fourrage, et une autre sur effectivement le bien-être animal. Donc ça, c'est une manière pour nous de valoriser l'implication de l'éleveur, c'est important. Et puis le deuxième point, c'est que le marché du bio, c'est un marché qui est en pleine croissance. C'est un marché qui est en croissance de 10 à 20% en fonction des segments, malgré un prix plus élevé. Donc ça montre, dans un contexte où le TGC n'est pas forcément très dynamique, ça montre que les consommateurs sont prêts à mettre le prix. On a fait une étude récente, 66 à 70% des consommateurs sont prêts à mettre plus cher pour des produits qui respectent notamment des critères de bien-être animal. Donc il y a une attente de la part des consommateurs et c'est cette attente-là qui va aussi permettre de pousser des modèles qui sont plus générateurs de valeur. Juste un point sur un autre exemple, c'est le fromage. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'a que des fromages au lait cru. Et par rapport au prix, les producteurs, je prends un exemple, au Soirati en Pays Basque, on fait avec la fromagerie Agour, ou le Münster fermier, on travaille avec la dernière fromagerie qui fait du Münster fermier en Alsace. Et ben ces producteurs le disent même devant les journalistes, ils disent s'il n'y avait pas Carrefour pour valoriser ce lait cru, dans le Pays Basque, les éleveurs, au lieu de faire du lait cru dans les zones de montagne, ils descendraient en plaine, ils feraient du pasteurisé, et on n'aurait plus de Soirati au lait cru. Parce qu'ils ont une meilleure valorisation du lait au lait cru. Ok. Le bien-être animal, c'est une manière de valoriser les filières et de les pérenniser. Okay. Pour les deux vaches. J'ai une question pour vous, mais entre-temps, j'aimerais que les autres intervenants tout à l'heure viennent ici et qu'on laisse vraiment plutôt des questions à l'audience ici présente. Si vous pouvez venir ici, comme ça on va faire un dernier volet. Madame Grigny, finalement les deux vaches c'est bien, mais est-ce que les consommateurs qui achètent vos produits, est-ce pour le bio, pour le bien-être ou pour deux vaches rigolotes sur le packaging? Alors c'est pour tout ça. C'est pour tout ça, c'est justement la force de la marque, c'est qu'elle va... 60% de nos consommateurs ne vont pas consommer d'autres marques ultra frais bio, d'autres marques de yaourt bio. Donc on estime qu'il y a plein de gens qui nous consomment, pas parce qu'on est bio, mais parce qu'on est différent, parce que c'est une marque qui rigolote, parce qu'on fait des super bons produits, enfin on vous en a envoyé, vous pourrez l'écouter tout à l'heure, parce que faire plaisir aux consommateurs c'est la meilleure manière, enfin le produit c'est le meilleur ambassadeur, et faire plaisir aux consommateurs c'est la meilleure manière de le convaincre de passer au bio. L'indicateur de confiance dont je vous parlais tout à l'heure, il est sans doute basé sur plein de critères, parce que par ailleurs on fait beaucoup de choses au niveau des filières, avec les éleveurs notamment. Voilà, c'est vraiment la force de la marque, c'est de plaire parce qu'on est bio, parce qu'on est gourmand, parce qu'on est drôle, enfin tant que faire se peut, parce qu'on fait du bien-être animal, parce qu'on fait des bons produits. En marketing, on dit toujours qu'il faut avoir one selling unique proposition, en gros, un bénéfice.
Moi, je pense que ça, c'est le marketing d'avant. Maintenant, ce qui est génial sur les deux vaches, enfin, sur une entreprise comme les deux vaches, c'est qu'on est sur plein de bénéfices à la fois. Des bénéfices en termes d'environnement, de plaisir, enfin, je vous les ai déjà listés, et du coup qui permettent de parler à plein de consommateurs différents. Ok, merci. Bon, il y a plein de questions qu'on n'a pas pu répondre, donc on va laisser la parole maintenant à vous directement, des questions les plus importantes. Bon, il y a Valérie et moi, on va passer le micro, si vous pouvez utiliser le micro filaire à ce moment-là. Bon, qui veut poser une question? Qui a posé une question? Bien évidemment, la première personne à lever un bras, il est tout au fond. Je ne sais pas si je l'ai allumé en fait. Ouais, c'est bon. Une petite question pour Hélène Lerustre. Vous avez parlé dans les directives de l'arrêt des pratiques potentiellement douloureuses. Dans le porc, une des pratiques qui est en discussion, c'est le fait de couper la queue des porcelets. Est-ce que, à votre avis, il est plus douloureux pour le porcelet de se faire couper la queue une fois ou de se la faire mordre tout au long de sa croissance par les autres porcelets? Oui, ça c'est une grande question. C'est pour ça que dans la dernière directive sur les porcs, il est indiqué en fait que toutes ces pratiques, entre guillemets, de convenance zootechnique qui peuvent engendrer des douleurs chez l'animal doivent être non pratiquées, sauf si ça altère plus le bien-être de l'animal que si elles le sont. Donc en fait, dans la pratique, elles sont réalisées de façon quasiment systématique. Parce que justement, on part du principe que il vaut mieux couper la queue du porcelet à moins d'une semaine que de se retrouver à la fin avec des problèmes de cannibalisme, des animaux qui peuvent être très graves en termes de bien-être animal et aller jusqu'à la mort des animaux. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est sur ce système un petit peu de précaution. On va couper pour éviter que... Alors, toutes ces pratiques-là, et c'est comme par exemple les pointages aussi, on veut essayer de limiter leur utilisation. Mais pour ça, ça nécessite des changements au niveau de la gestion des animaux. C'est-à-dire que si on veut arrêter de couper la queue des porcelets, il faut qu'on résolve le problème du cannibalisme entre les animaux. Et ça va passer par l'alimentation, l'ambiance, et puis aussi la gestion des animaux en groupe. Donc, en effet, cette question se pose, quelle est la moins pire des deux solutions? Parce que forcément, c'est beaucoup plus douloureux pour un animal d'être cannibalisé par les autres que d'avoir coupé la queue quand il était petit. Je voulais rajouter un petit élément, c'est que la coupe des queues est interdite la coupe systématique est interdite. Et aussi, il y a une obligation de mettre à disposition des animaux, des porcs, des matériaux manipulables. Et je pense qu'une partie l'esprit de la réglementation est que c'est sur ça qu'il faudra travailler. C'est multifactoriel, c'est très difficile d'éviter la codophagie, mais c'est pas juste en coupant les queues qu'on règle le problème. Il faut régler le problème avec des matériaux manipulables, des conditions d'élevage, d'ambiance. C'est tout un travail difficile, mais important à faire. Et je pense que les matériaux manipulables sont une grosse partie de la réponse à l'arrêt de la coupe systématique des queues, qui est de fait interdite par la réglementation. Et il y a obligation de matériaux manipulables aussi. Monsieur Delca a peut-être quelque chose à... Oui, le vécu, c'est qu'effectivement, on conserve cette colectomie quasi systématique. Personnellement, on n'a jamais trop testé non plus de ne pas couper les queues. On n'a aucun souci de cannibalisme dans l'élevage. On a pourtant la spécificité d'avoir des très grands lots de porcs, c'est-à-dire l'engraissement, c'est des lots de 350 porcs. Donc, mais je pense que c'est multifactoriel, comme disait madame. L'ambiance des bâtiments, c'est la principale cause du cannibalisme. Après, c'est vrai que dans les grands groupes, on a pris cette habitude-là. Il faut essayer peut-être de la changer. Les pointages des dents, nous, il y a des lots où on ne le fait pas. Comme c'est un peu moins nombreux, on ne le fait plus. Parce que y a moins de chamaillerie au pays de la truie, et puis donc ça se passe plutôt bien. À savoir qu'après, plus on fait tard, c'est vrai que plus ça impacte le porcelet, quoi. Donc tout le dilemme est là, quoi.